Professionnellement parlant, je ne crois pas avoir de mentor. Il y a des gens qui m'ont inspiré, qui m'inspirent encore, que j'ai accompagnés, qui m'accompagnent, qui m'ont aidé à comprendre le métier de libraire. Personnellement, mes mentors seraient davantage les membres de ma famille. Mon papa, que je considère comme un héros, que j'ai mis sur un piédestal. Ma maman, qui a toujours été là, avec qui parler, qui m'a permis d'écouter, de mieux comprendre. Et évidemment, mon fils, qui m'impressionne à chaque fois, qui me montre des voies, des nouvelles façons de penser, et ma compagne. Mais quelle différence existe-t-il entre un mentor et un professeur? Le professeur nous enseigne ce qu'il sait. Un mentor, par une phrase, un mot, un regard, un geste, en plus de nous apprendre ce qu'il sait, nous montre ce que l'on pourrait devenir. Cette notion de mentorat est essentielle dans la carrière de l'auteur que nous accueillons aujourd'hui. Par un premier album consacré à Egon Schiele, lui permettant d'éclore très rapidement avec un style lui étant propre, style qu'il prolonge avec un one-shot plus volumineux consacré à Rimbaud, dont le mentor et amant Verlaine est bien connu. Il signe également des adaptations comme À la dérive, L'enfant et la rivière, Le lendemain du monde, A comme Eiffel. L'homme à la tête de lion est plus récemment l'adaptation la plus remarquée de 1984 et sa suite 1985. Il nous revient en cette année 2026 pour la publication de Sculpter l'éternité. Une œuvre sur l'art, l'inspiration, la quête, mais aussi le mentorat. Certains d'entre vous l'ont reconnu au moment où j'ai cité 1984. J'ai le plaisir d'accueillir Xavier Coste pour ce nouveau numéro de la 4e de couverture. Xavier, bienvenue dans la 4e de couverture. Merci. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien. Merci. Tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais à ta gauche, il est discret. Mais il y a Raphaël Pélissier, qui malgré sa petite taille est un... Ah oui, c'est vrai, je me souviens. C'est lui, ça lui ressemble, là, on est d'accord. Non, c'était lui. C'est ça. Non, c'était le petit bonhomme là. Où ça? Le petit bonhomme, l'immense libraire que tu as rencontré tout à l'heure. Ah, c'est lui, Raphaël. Enchanté. Ça va. Voilà, il a inspiré et il est le mentor pour toute une génération de vendeurs de livres à travers la planète. C'est grâce notamment à lui, et ça tout le monde ne le sait pas, que Mulhouse est considérée comme la capitale du monde et la capitale de la culture universelle. Donc je te présente Raphaël. Enchanté. Ouais. Oh, et tu es aussi coach sportif, c'est ça? Exactement. Ouais. Pareil. En Bulgarie. En Bulgarie et Tout à fait. sur des concours de hot dog, par contre, de quantité de hot dog à manger. C'est un... Mais t'es champion, je crois. Oui. Ouais. Messieurs, Quoi j'aimerais plus. savoir si vous avez eu des mentors dans votre vie, et si oui, lesquels et pourquoi. Vas-y. Ouais. Non, mais je peux commencer, mais... Bah moi, je pense, à part David qui a créé la librairie Tribule, à Mulhouse, je vois pas tellement. Non, Peut-être Rodin. Mais non, cela dit, je dirais vraiment Rodin en fait. Parce que ça fait des années que je m'intéresse à cet artiste et à son œuvre. Okay. Et je trouvais pas comment aborder le sujet, comment essayer de faire une proposition de BD. Mais c'est vraiment quelqu'un vers qui j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Peut-être aussi parce que je connais rien à la sculpture, je suis pas du tout sculpteur, j'ai même jamais essayé d'en faire. Mais j'ai l'impression qu'il apprend la sculpture comme un dessinateur. Et en ça, je me suis beaucoup tourné vers son travail. Ok. Moi, j'aurais parié sur une de tes profs d'art plastique, peut-être, qui, lorsque tu dessinais étant petit, t'a fait découvrir notamment 1984 qu'on a cité. Est-ce que c'est pas une forme de mentorat? Mais monsieur est renseigné, ou alors monsieur est membre du KGB, je ne sais pas. Mais... Monsieur a fait son travail. D'ailleurs, il faudrait que j'essaye de retrouver cette personne. Mais effectivement, quand j'avais 14-15 ans, en cours d'art plastique, j'étais en train de faire des dessins un peu sombres, un peu dystopiques, qui s'apparentent à 84. C'est ce que m'a dit ma prof d'art plastique. Elle m'a dit « Ah bah tiens, c'est marrant, t'es en train d'adapter 1984. » De quoi parlez-vous, jeune demoiselle? Je ne connaissais pas le roman, et quand je suis allé voir le roman, effectivement, j'ai trouvé le scénario qui correspondait à mes images. Et j'ai gardé cet univers pour faire 1984 des années plus tard. Et tu t'en souviens quand même toujours maintenant, c'est ça qui est assez incroyable. Bah après, ça marque, forcément. Ouais. Parce que je dessinais énormément, mais je savais pas encore quel genre d'histoire allait m'intéresser, ou allait me guider en tant qu'auteur, et c'est la première fois où j'ai eu cette évidence, avec un texte et avec un sujet.
Mais quand tu réfléchis comme ça à rebours, tu te dis pas que tu as peut-être eu d'autres mentors? Euh, Nicolas Sarkozy? Évidemment, Ouais. qui est un peu notre mentor à tous. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir montrer. En fait, j'avais aucune pudeur avec mes dessins. Et je pense que c'est important. Quand j'étais jeune, j'allais souvent au festival montrer mes dessins aux auteurs que j'aimais Festival bien. BD? Ouais, Ok. au Salon du Livre. Et j'ai eu l'occasion comme ça de rencontrer notamment Ria Satouf ou aussi le scénariste Jérôme Félix, qui en particulier m'ont beaucoup aidé à corriger des lacunes ou même à avoir une vision sur ce que ça pourrait être le métier d'auteur de BD. Et c'est des gens, surtout Jérôme Félix, qui m'ont énormément apporté avec leurs conseils. Ok. Ça a été un accélérateur énorme pour moi. D'ailleurs, j'ai pu rencontrer Réa Satouf il y a un an ou deux et il s'en souvient pas du tout. Mais non, parce que c'était que quelques heures. Mais en soi, c'est 2 heures de conseils me serviront encore. Ouais, donc les mentorats se rendent c'est pas ça. forcément compte qu'ils sont eux-mêmes Totalement. mentors. Ouais. Raph, toi, t'as des gens qui t'ont influencé, qui t'ont donné une voix et qui t'ont permis de... Oui, d'une certaine manière, toi, on va pas se mentir. T'es sûr? Mais là, même C'est- pour vous le êtes- vous êtes- La question était tournée pour qu'il parle de toi. mais pour le coup, vraiment, on va pas se mentir. Je pense que c'est quand même toi qui m'as mis pas mal de pieds à l'étrier dans le monde de la BD. Et on en parlait avec Xavier sur le chemin. Je pense que j'ai eu de la chance très jeune de savoir ce que je voulais faire comme métier et de tomber sur des bonnes personnes qui m'ont donné l'opportunité de me lancer aussi. Donc, Bon, moi, j'avoue que dans mon édito, comme T'avais je mis disais, qui? les gens que j'admire, avec qui font partie des Tu m'avais- professionnels en parlant, tu en fais partie. Hein. Ah, C'est beau. on va hein, passer ça- une ça- émission ça à se permet- lancer des fleurs. Il y a un canapé si vous voulez. On va l'utiliser après. D'ailleurs, Non, il me le disait en off. Hein. c'est vrai Non, mais c'est important pour les spectateurs de de Télétribune. savoir ce qui se passe C'est ça, dans les que Que coulisses. c'est vrai. que c'est pas scripté et que c'est Ouais. les premiers Parce trucs qu'il qu'on aurait disait sur le t'étais show. pas là. Je lui ai demandé, dis-moi vraiment ce que tu as sur le cœur. Dis-moi ce que tu penses du monstre là, de David. Dis-moi la vérité. Et Ouais, c'est que physiquement, je l'écrase du haut de derrière mon bureau. C'est si je dis un truc mal, il me fait une clé de bras et puis je ne parle plus, quoi. C'est fini. Pour revenir sur les... j'aimerais un peu de sérieux quand même. Enfin, Ouais, c'est vrai. Revenons à ce mentorat. Moi, je pensais peut-être aussi à autre chose qui me semble important dans ta carrière, c'est la ville de Paris. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui te guide en permanence, qui t'inspire et non? Monsieur est observateur. Oui. Ouais, non, effectivement, je suis vraiment un peu passionné par l'histoire et aussi par toute l'effervescence artistique qu'il y a pu y avoir début 1900. Donc, j'essaie de pas représenter Paris dans tous mes bouquins, mais j'ai toujours un moment où finalement ça s'y prête et ça fait sens. Même dans Rimbaud, l'Indésirable, il y a toute une scène, bien sûr, qui se passe à Paris, et puis c'est une ville qu'il a fantasmée. Et de manière générale, je crois que j'aime bien parler de choses que je connais, mais de les replacer dans un contexte différent. Et avec 84, par exemple, j'ai dessiné des immeubles qui sont en région parisienne, mais que j'installe dans un univers assez anxiogène et dystopique. Et à contrario, j'aime bien aussi dessiner des rues que j'ai l'habitude d'arpenter dans Paris, mais les dessiner 100 ans plus tôt, quoi. Enfin, j'ai vraiment un plaisir à créer un décalage et ne pas représenter le monde d'aujourd'hui. Alors, moi, j'ai une seule habitude. Victorien, qui est notre cinéaste, notre monteur, s'en est rendu compte lors d'une autre émission. Ça l'a peut-être un peu rendu fou, mais j'adore grignoter pendant les émissions. Alors, Bon. j'ai ramené des petites choses. Parce que, évidemment, on m'a dit des choses te concernant. T'as vu le titre? Non? T'as pas vu donc c'est en fait un petit coffret qui vient de chez Fleur de Chocolat, qui est à côté de chez nous. Ok. Et donc, on va passer cette émission. Alors ça, c'est celle que j'ai déjà goûtée. Si elle est pour moi. Incroyable. Et tiens, Xavier, comme je sais que c'est important pour toi, tu verras, il y a des magnifiques pâtes de fruits aux fleurs. Il y a des chocolats, donc tu pourras grignoter ça merci pendant beaucoup. toute l'émission. C'est Tu magnifique. n'hésites pas. Il y a plein de tentatives, donc Regardez-moi ça. Par contre, le problème, c'est que là, on voit tout de suite qu'on est vraiment dans une émission hyper mascu. ouais, c'est vrai. On est vraiment des gros durs. Tiens, moi, je te conseille le rose avec les petites fleurs. Là. C'est de toute beauté. Ouais. Bah écoute, Alors moi, je vais prendre un petit. Vas-y. ça a l'air incroyable. Ouais, c'est vraiment un très joli travail. Alors ça, c'est pas du chocolat, hein, c'est de la pâte de fruits. Il y en a la crevette, tu crois? Non, il n'y a pas de crevette. Donc voilà, si jamais tu veux goûter, Mm. comme ça, tu te sentiras comme à la maison.
Et en fait, on va passer avec plaisir. On va passer à notre premier jeu qui va permettre à un internaute de gagner un album de toi avec Jacques Chébris qu'on a édité. On vous montre tout à l'heure. Ce jeu, c'est Mentor ou Menteur. Il va falloir que tu me dises si c'est déjà des gens qui ont existé, Ok. qui sait, et si c'est plus des menteurs ou des mentors. D'accord ? Évidemment, si Raph trouve avant toi, tu perds des points. Donc il faut que tu aies un maximum de points pour faire gagner un de tes albums auprès d'un Je des n'ai pas internautes. écrit les questions, je suis au même niveau que toi. Voilà. D'accord. Et pour l'internaute, ce sera le premier internaute qui dira des compliments concernant Xavier Coste. Premier commentaire. Ok ? On commence ? C'est hyper clair comme jeu ? Pas du tout. Hein. Non ? Ouais. Alors, celle-ci est simple. Elle parle du bouquin de ta carrière. Il noue une relation amoureuse avec un poète plus âgé, lui tire dessus, puis s'enfuit en Mentor. Afrique. Mentor. Mentor, c'est quoi ? C'est qui ? Bah, c'est Verlaine et Rimbaud. Exactement. Tu nous en dis un peu plus ? C'est le moment d'étaler ta culture. Ok. Ouais, bah, c'était un truc. C'est une vieillerie, j'ai fait le bouquin il y a 10 ans. Ce bouquin-là. Vous connaissez tous Arthur Rimbaud. Et justement, j'avais envie, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais de revenir à ce décalage entre la figure qu'on a de Rimbaud aujourd'hui, l'image d'Épinal, et le vrai Rimbaud de l'époque, jeune gamin qui parlait pas très bien, et surtout sa relation tumultueuse avec Verlaine. J'ai toujours eu du mal à associer les deux, et à imaginer qu'ils aient vraiment pu avoir une histoire d'amour, parce que c'est vrai que Verlaine était déjà beaucoup plus âgé, mais en plus il était quand même assez vilain. Et du coup, moi, j'ai vraiment fait cette BD pour essayer de rentrer dans la tête de Rimbaud et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on pouvait avoir une vie pareille et aussi même en venir à se renier, parce que dans la dernière partie du livre, on le voit dans sa partie africaine, il veut même plus entendre parler de ses écrits, enfin, c'est assez puissant. Et finalement, mais c'est le moment où je me rends compte qu'en fait, tous mes bouquins parlent de ça, finalement. D'un mentor ? Non, du rapport à son travail, en fait, c'est un espèce de... On essaie de faire les choses sincèrement, et puis il y a un moment où finalement on finit par soit par lâcher prise et se faire totalement confiance, soit au contraire se dire que ça servait à rien et passer à autre chose. Voilà. C'est gay. Ouais, j'espère que la première option était la meilleure. Oui. Ouais. On continue. Donc, tu as un point. Je vais prendre celui-ci. Orphelin et balafré, il devient prodige grâce à son amitié avec le chef d'établissement et un de ses profs qui le ralasse un peu fort de temps en temps. Mais en fait, non, il aime bien ce prof. De quoi tu parles ? Je redis. C'est l'histoire d'un orphelin, Balafré. balafré, tout à fait. Il devient prodige, notamment grâce à son amitié avec le chef de l'établissement dans lequel il est, et un de ses profs qui le ralasse un peu fort, mais en fait, il aime bien ce prof. Voilà, Victorien est là. En fait, c'est Victorien qui va faire la Qui compréhension. va faire les jeux, ouais. Harry Potter. Ah ! Ah. Je pensais que c'était... je cherchais une BD ou un truc comme ça. Non, il n'y a pas que de la BD. Ouais. On Alors, sort est-ce que de la lui, il a bulle. un mentor D'accord. et un menteur, ou un mentor Bah, ça dépend lequel prof. Il a les, bah oui, mais il a les C'est- deux, c'est- globalement, on va dire. Non ? Bon, 0 point. Vous êtes nuls, les mecs. C'est hein. Ah vrai. ouais, là, Ah non, mais quand complètement c'est niveau zéro. mainstream, je connais pas. D'ailleurs, il me parlait d'une pépite ciné. Il a une reco, c'est K-pop Demon Hunter. Personne ne connaît. donc Non, c'est très trop niche. bien. Mais Attends, c'est moi, ce je qu'il peux me te dit. faire, je peux te faire une Il chorégraphie. croyait tellement pas en plus croyait quand je pas. lui ai dit. Toi aussi, tu fais partie de ces Ah gens. ouais, mais toi, t'as pas aimé. Si, Mais c'est moi si, qui. il m'a dit que Quel c'était mytho, c'est moi qui t'ai dit grandiose. que c'était grandiose et je t'ai dit qu'il faut Grandiose. juste enlever la K-pop et c'est génial. Ah oui, bah non, mais l'intérêt, c'est la K-pop aussi. Non, c'est tout le reste. Il faut Bon. qu'on reprenne le fil de Oui, l'émission. oui. là, Bon. monsieur. Ouais, c'est pas possible. Alors, Génie, dans sa partie, il est un des piliers du Nasdaq, où il était. Il exerce toujours ses talents en étant incarcéré. Nicolas Sarkozy. Non. Euh, Bon, je pense que vous l'aurez compris, le mec est plus menteur que mentor. s'il se Menteur, retrouve en ouais. zonzon. Ponzi. Ah, Pyramide ça de aurait pu Ponzi. être Maddox. Ponzi, mais non, c'était c'est- Madoff. Ah, c'est Ah, Madoff. Madoff. Ouais, joli. Maddox. Donc, tu as un point. Raph, va falloir te bouger. un Ouais, petit ouais, peu. ouais, mais je suis pour le faire gagner des bouquins. Mais effectivement, on passe d'une BD sur Rimbaud à Harry Potter à Ah Madoff. oui, mais c'est large, parce que C'est- je sais que t'es un homme de culture. hein. Ouais, Mais tu vois, ok. d'ailleurs, Mais t'es en train de j'ai- gagner. Ouais, mais j'ai compris le concept au bout de la deuxième question. Parfait, pas mal. il en reste 25. Ouais. Donc ça te laisse Celui large. qui perd doit manger tous les chocolats. En une bouchée. Un jeune gars et sa zouze se font emmerder par des motards.
Il décide de solliciter le jardinier pour devenir une vraie machine à tuer. Ça sent le film là, avec Jean-Claude Van Damme pour payer ses impôts. C'est pas loin. Donc c'est menteur déjà. C'est Mentor. Mentor. Oui, c'est quand même Mentor. Ouais, voilà, c'est clairement Mentor. Didier Bourdon. Alors, c'est le titre du film, Didier Bourdon. Non, je sais pas. Est-ce que c'est un film, téléfilm avec Didier Bourdon? D'ailleurs, j'ai dit que c'était un film. Ah, c'est un film. Allez, Raph. Je pense que tu le connais forcément. Avec un jardinier. Karate Kid. Ah. Ça, c'est Bertrand qui l'a écrit. Oui. Oui. Ah, bah, qu'est-ce qu'on disait? Qu'on comprend pas les mots. Allez, on passe à la suivante. Celle-ci est facile. Celle-ci, tu peux peut-être la trouver. Il a la casquette d'éditeur, mais refourgue la même recette à toutes les maisons depuis 30 ans. Et le pire, c'est qu'il crame le budget en avion vers Los Angeles. Alors, mentor ou menteur? Ça dépend pour qui. C'est ça que tu voulais couper. Celle-là, elle est censée être facile. Ouais. Celle-ci, on va peut-être biper ta réponse. Ouais, je pense. On mettra un bip sur le Oui. nom. Un minot de la campagne se lie d'amitié avec un saltimbanque croulant, mais talentueux qui va clamser rapido en se laissant traverser le continent pour accomplir une quête cruciale. Je suis d'accord que la question écrite par Bertrand n'a pas... Je pense qu'il y a des mots qui sont pas dans le bon ordre. Je vais reprendre. Ça me met mal au crâne. Hein. Un minot de la campagne se lie d'amitié avec un saltimbanque croulant, mais talentueux qui va clamser rapido en se laissant traverser le continent pour accomplir une quête. Ça veut rien. Je suis désolé, ça veut rien dire. En se laissant traverser le continent. Ça veut dire. En le laissant traverser le continent, pardon, pour accomplir une quête cruciale. Forrest Gump. C'est vrai que ça pourrait, mais je vois pas le rapport avec le saltimbanque croulant, mais talentueux. Il m'a mis Frodon Saké. Voilà pour le Oh ouais, non mais enfin. Et l'univers de Saltimbanque. Ouais, non, bah Moi, ouais. je l'avais pas. Ah ouais, d'accord. Elle est compliquée, elle est compliquée. Moi, j'étais sur un Donc on est David. toujours sur un 2-1. Ah ouais. Et vu le niveau des questions, j'ai demandé une intraveineuse de café là. Je sais pas. Je pense. Hein. Il faut de la choucroute pour, à mon avis, comprendre l'humour de Berthe. Chevalier zen, sur le retour, il va réussir à driver un vrai prodige, mais va terminer en courant d'air quand les choses se gâtent. Mentor, pour information. Chevalier zen. Ouais. Ça aussi, c'est rédigé par Bertrand. Ah ouais. Ok. Toutes sont rédigées par Bertrand. Tu Il peux n'est le pas redire là, mais il est là avec nous quand même. hein. Tu peux le redire? On l'embrasse. Chevalier Son aval. zen, il va se terminer en s'évaporant. Chevalier zen, sur le retour, il va réussir à driver un vrai prodige, mais va terminer en courant d'air quand les choses se gâtent. Là, on va dire mentor qui a foiré. Les visiteurs. Non. Star Wars, Obi-Wan Kenobi. Je suis content de savoir qu'il n'a pas vu Star Wars. Ça me paraissait pas si compliqué. Ah ouais. Ouais. Ah, Bon, forcément, t'as les réponses sous le nez. Hein. c'est vrai. Ça va. C'est Hein. pas faux. Mais t'es pas obligé de le souligner Mais quand je même. comprends pas, il va disparaître en courant d'air. Mais parce que moi je les ai pas vus Moi les non Star plus, Wars. et donc il je va sais pas. driver, enfin, tous les termes nous perdent un peu quoi. Ouais, enfin, il meurt quoi. Mais... Ah bah donc. Ah mais finalement, oui, il c'est est- vrai, c'est ouais, Ouais, c'est vrai. ok. Écoute, je connais pas Star D'accord, Wars. J'ai pas bon. de. Allez, celle-ci, moi, elle me plaît bien. Il se ressent papa de 4 fistons adoptifs qu'il élève avec beaucoup d'amour et de valeur. Seul problème, ils vivent dans les égouts. Ah, Tortue Ninja. Bien joué. Mentor ou Mentor. Ouais. Et c'est Splinter. C'est Splinter, ouais. Mentor, vraiment. Bah ouais. Tu trouves qu'il les éduque bien? Bah, il mange de la pizza et il tabasse des gens dans la rue. C'est quand même le comble du masculinisme. Ok. Bon, donc c'est un 2-2. Ah, il y a bien un dernier point Eh pour ben non. départager. Non, mais moi j'ai envie de le donner à. Xav, il l'avait Ouais, sur le Xav. Seigneur des Anneaux. Donc il y a bien, ouais, il y a bien, Je mérite pas. il y a bien un album à gagner pour les internautes. D'accord. Je pense que c'est D'accord. bien joué, Xavier. Je pense que tu peux manger un chocolat. Oh, d'accord. On va développer un petit réflexe de Pavlov. Dès que tu as une bonne réponse, tu peux manger un chocolat. Ah Oui, ouais. c'est des chocolats avec des fleurs. Il y en a certains qui envoient hein, la purée. Hein. Télétribu, c'est pas foutu de ma gueule. Ouais. Non, vraiment. En parlant de cette dernière question, tu te vois comment? Toi, t'es papa depuis pas longtemps. Tu te vois comment comme daron? Est-ce que tu essayes d'être un mentor ou t'es plutôt laxiste, la cool, où tu dis je vais les aider à trouver leur voie, je vais juste pas.
Pour moi, c'est un échec si mes enfants se mettent pas à faire de la BD. Non. Enfin, je vois pas les choses autrement. Donc, c'est un entraînement 10 heures par jour. Et déjà, je leur fais faire des abdos, des pompes, et ensuite, ils dessinent Ok. des décors, des machins, des trucs. Et De la drague de peu rue importe aussi, j'imagine. s'ils souffrent, il faut qu'ils fassent de la BD. Ok. Il faut Ok. y aller. Faut faire des récits, il faut faire des trucs sensibles. Il faut leur faire violence, quoi. Faut parler de soi. Non, j'ai la chance d'avoir une fille qui dessine énormément. Ok. Après, j'ai la malchance que ce soit ma fille. Donc, elle est dans ce truc où elle est très contente de dessiner avec moi, mais où forcément, comme c'est les BD de papa, c'est un peu caca. Et c'est pas assez K-pop à son goût. Ah bah voilà. Sculpter l'éternité n'est pas assez K-pop, c'est ce qu'elle m'a dit. On en revient. On en Elle revient m'a toujours dit à que même elle, Rodin était un peu trop éloigné de l'univers de la Reine des Neiges. Enfin, ça. Ok. c'est ce qui se dit dans les cours de récré. Donc on est là-dedans. Donc j'ai plaisir à l'accompagner dans le dessin, mais jamais je lui mettrai la pression pour qu'elle fasse ça. Et ce qui Ah se non, dit dans il les faut- cours de récré aussi, c'est qu'il y a des gens qui te conseilleraient de faire une BD sur ta vie de papa. Qui trouveraient ça hyper intéressant. Ouais, d'ailleurs, je sais qu'il regarde tous mes passages télé. Et il regarde même les vidéos YouTube où il va y avoir 5 vues. Ils vont les regarder avec le home cinéma, C'est avec vrai le son à fond. Donc, c'est incroyable, mais je pense que c'est mes parents. Ah Qui bon d'autre pour faire ça? Ouais. Et ils aimeraient que tu Et fasses là, une BD. avec le matos que vous avez, ils vont regarder ça en hyper HD. Et ils vont se régaler. Maman caste, papa caste. J'aime bien ta manière de distiller comme ça des petits trucs. Ouais, des petites choses qui Ouais. viennent Et par-ci puis et tu par me regardes l'air de rien, et genre, je connais tous les détails. Les de ta vie. Exactement. Bon allez, on va revenir à quelque chose de sérieux, si tu veux. On va balayer un petit peu ta biographie, quand même. Faire un petit tour, histoire que les gens te découvrent. Ouais. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore ton œuvre, qui ne savent pas encore qui tu es. Et nous, il y a combien d'albums qu'on a beaucoup aimé là-dedans? Quasiment tous, sauf un. Ah, Vas-y, dis-le. C'est vrai. Non, on va pas. Vas-y. On va pas Il y a un le dire, on va octogone te- là dans le film. Oui, la Chez salle les se termes. transforme en On octogone. appuie sur un bouton et il y a... Et là, justement, je vais en Non, profiter pour dis-moi faire participer un petit lequel peu. est ton mal aimé. Non, je le dirai pas. Si, dis-le. Non. Tu le dis. Sinon, Faut je que- quitte tout de suite là. Faut que tu le repères sur son visage à ce moment où il crispe. Non, mais ça il a un m'intéresse, tic quand parce il que a ça quelque donne chose. encore plus de poids. Moi, j'adore quand on me dit. En vrai, c'est pas vrai, c'est juste pour Ouais. titiller. Tu sais, c'est D'accord. comme quand t'es dans un endroit, tu dis je vous aime tous sauf un. Non, mais Et tu tout le monde peux. est là en mode mais Tu peux. non. Mais c'est d'ailleurs, pas non, mais souvent les gens me disent ah cet album j'ai trouvé extraordinaire. Mais du coup j'ai l'impression que c'est de la politesse où ça va pas forcément me toucher. Par contre quand derrière on me dit mais alors celui-là c'était vraiment de la merde. Ah bah du coup là ça me fait plaisir tu vois. T'as vraiment quelqu'un qui a osé te dire qu'un Ah, album mais est de la merde? tous les jours. Non. Tous les Je jours. crois pas. Si. Non. Si. Mais non. Si. Mais qui te l'a dit? Ta maman, ton papa? Non des Non, lecteurs. c'est- Non mais mais non, j'aime ça- cette franchise mais on peut. Ouais, mais non, je pense pas. Je pense Ne qu'il y dis a pas des... que t'aimes tout chez moi. Il y a des albums qui m'ont moins touché, parce que c'est aussi des choses personnelles qu'on peut remettre dessus. Des albums qui ont, je pense, été plus... Comment dire dont la thématique est peut-être plus compliquée, plus lourde. Donc il y a évidemment des albums que j'ai préférés, mais je crois qu'il n'y a pas un seul album que je n'ai pas aimé de C'est- Monsieur Coste. T'es là-dedans. Hein? J'ai une petite poche dans le cœur, t'es là-dedans. Ouais, je sais, on va en parler après, justement. Mais de ta d'ailleurs, enfin après je veux pas. carrière. Premier album, Voilà. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. exactement. Et t'as été un des premiers à me soutenir. Ça, je Et- sais pas. Ah non, mais Ouais. du coup, moi, pour moi, la librairie Tribune a une place à part. Non, mais c'est vrai. Non, mais... Parce qu'après, il a fallu attendre plusieurs bouquins avant que ça marche. Mm. J'ai vu des libraires se réveiller, tu vois, après coup, etc. Et ils ont pas la même saveur que des Ouais. gens comme toi, qui étaient là dès le début. Ben, je pense que ça fait partie de notre taf. Quand j'étais... je faisais partie de ceux qui ne sont rien. Comme disait Non, l'autre. Voilà. non, tu n'étais pas rien. C'est ton premier ouvrage, et effectivement, c'était le premier coup de cœur qu'on a eu te concernant. On ne pouvait pas en avoir avant. Raph, tu nous Pas fais sur la la présentation personne. des Gunshin? Ah, mais je l'ai pas lu. C'est vraiment... Mais non, c'est un travail biographique, où tu reviens sur les profs. Il va falloir que je pitche toute la pile de bouquins. Ouais, très J'aurais rapidement. envie de Je suis faire désolé. merde. En plus, à chaque fois, je fais des one-shots, donc ça doit être un Mais- boulot. Mais non, mais ça revient sur la vie des Gonshin. J'ai pas mieux comme pitch à Ouais. faire que... Déjà, mais... il a lu le titre. Ouais, c'est- Ça, c'est un bon livre. Donc, qui était ce musicien, interprète, DJ pour Beyoncé, notamment. Exactement. Voilà.
Cette émission est chaotique. Non, pas du tout. Bon courage pour le monteur. Non, C'est mais- vrai que j'ai l'impression d'avoir parasité et Mais non, dynamité le format. Je trouve que ça montre que tu avais quand même une certaine appétence pour parler déjà des artistes et des auteurs, enfin d'une manière générale, parce que c'est quand même des thématiques qui vont être assez récurrentes finalement dans ta dans ta bibliographie. Cette manière que ça soit sur les A comme Eiffel, après sur les Rimbaud, pour terminer sur les Rodin, pour le coup. Donc voilà. Ouais. Comment introduire plus que ça Premier album qui a été donc un coup de cœur, parce que c'était ton style graphique qui était hyper intéressant. Qui était se très rapprochait marqué. très marqué, qui pouvait être anguleux par moments, qui était très fort en termes de parti pris et de volonté artistique. Pour un premier tome, c'est pas donné à tout le monde. On va voir dans ta biographie que tu as beaucoup évolué, autant sur ton dessin que sur ta manière de raconter les choses, mais aussi les formats des bouquins. Et comme tu l'as dit, c'est cet album-là qui nous a fait nous rencontrer. On t'avait invité à la librairie, notamment au festival BD Ciné, où on t'avait remis le prix Jeune Talent. Je crois qu'on l'a fait 2 années, et que derrière, on l'a jamais refait. On n'a jamais trouvé d'autres meilleurs talents que toi à qui remettre des Ouais, prix. c'est très très compliqué. Et en fait, je pense que BD Ciné fait partie de tes plus beaux souvenirs. Non? Bien sûr, j'ai Ouais. rencontré quelqu'un. Exactement. Tu as rencontré une personne qui a fait une petite vidéo pour Incroyable. raconter tout ça. Hop. Trop mignon. Donc, pour les internautes, il s'agit de Jean-Louis Touard, qui est auteur de bande dessinée également, qui est un auteur de bande dessinée qu'on aime beaucoup, qui a notamment fait La Somnambule, il en parle, qui était un gros coup de cœur dans la collection Casterman Rivage Noir. Et il nous a fait un Trop petit, mignon, je sais. petite vidéo. J'ai rencontré Xavier pour la première fois, je crois que c'était en novembre 2012, au salon BD Ciné d'Ilzac. J'avais sorti La Somnambule, un polar chez Casterman Rivage Noir, et que j'étais venu dédicacer, et lui dédicacer son album Egon Schiele, qui était sorti à peu près au même moment. Donc on s'est retrouvés presque l'un en face de l'autre. Et puis à un moment de flottement comme ça, comme moi j'avais bien aimé son album, je me suis dit c'est le moment d'aller discuter un petit peu avec lui. Donc je suis allé lui dire tout le bien que j'avais pensé de son adaptation, enfin de sa biographie de Egon Schiele, qui n'était pas un exercice facile parce qu'il s'attaquait quand même à un grand maître du dessin. Donc il fallait pas tomber dans le pastiche, et je trouvais que sa manière d'aborder graphiquement son histoire, à travers les couleurs et à travers son trait, un peu à la manière d'eux, était vraiment, m'avait beaucoup plu en tout cas, et enthousiasmé. Et puis lui, de son côté, c'était assez sympa. Il était content de cette rencontre parce qu'il avait apprécié apparemment le travail que j'avais fait sur Edgar Poe, Les Histoires extraordinaires, qui étaient 3 tomes, qui étaient sortis également chez Casterman, avec au scénario Roger Setter. Donc voilà, c'était une rencontre vraiment sympa, pleine de bonnes vibes, et sans doute le début d'une belle amitié. Et puis je me rappelle, le soir, on était allé manger au musée du train à Mulhouse. Donc tous les auteurs étaient invités là-bas, évidemment. On était assez nombreux dans une petite salle, et à un moment, après une bonne choucroute, est entrée une grosse fanfare dans la salle, et je crois qu'à ce moment-là, Xavier a été achevé par cette fanfare. Voilà, après une bonne journée de dédicace, je crois qu'il en pouvait plus. Ça me fait super plaisir. C'est mignon. Incroyable, trop mignon. On Ouais. l'embrasse. On lui Il est fait plein toujours de bisous. aussi beau. C'est vrai. Mais je crois que les auteurs de BD sont très bien conservés. Ah, C'est mais ce Ils que tu putain, disais, vieillissent hein. pas. Ouais, ils vieillissent pas. Mais ça, c'est parce que vous prenez pas d'alcool, vous faites du sport On n'a pas régulièrement. après très... Oui, surtout du sport. Ouais, on est d'accord, c'est. Faut que j'en fasse un peu moins d'ailleurs. On en parle après, je te fais un programme. Après Egon Schiele, tu sors Rimbaud l'Indésirable. Raphaël. C'est une biographie. Merci Raphaël. Donc de Rimbaud, toujours chez Casterman. Et déjà, ton style graphique évolue. J'ai l'impression, on était dans quelque chose d'un peu plus... de relativement traditionnel dans ce que tu faisais au niveau d'Egon Schiele. Un ancrage, l'application d'une mise en couleur,
Et sur cet album-là, tu commences à te rapprocher de la mise en couleur qu'on peut te connaître maintenant, qui va être un peu plus fauve, un peu plus directe, avec des couleurs bien plus saillantes, j'ai envie de dire, si tu me permets le mot, mais toujours cette idée de raconter des histoires d'artistes qui ont eu des mentors ou qui sont battus, qui n'ont pas toujours été très straight, mais c'est également un très bel album qui a été un gros coup de cœur. Ça, c'est la la réédition, parce que la première édition a une couleur davantage rouge bordeaux. Et pareil, si vous adorez Rimbaud, on découvre la vie complètement dingue de ce gamin poète déglingué, si on peut le dire. J'irai pas plus loin dans la biographie, parce que l'idée, c'est pas c'est d'arriver dévoiler. rapidement à ta nouveauté, hein, là, tout ça. Mais tu le vends bien, hein. Moi ça me donne envie De le relire lire, hein, ouais. et de le refaire, Ou de peut-être, l'acheter. de te l'acheter. Si vous nous regardez, si vous voulez me rendre riche et célèbre, il suffit d'aller chez Tribune et de pour commander les tout livres. prendre. Ou dans n'importe quelle bonne librairie indépendante, parce que les librairies indépendantes ont besoin d'aide à l'heure actuelle, elles sont en train de souffrir un peu partout. Donc, évitez juste Amazon et l'arnaque, quoi. C'est pas une biographie, ça. Je peux le dire. Merci beaucoup, Raph. Il est fort. Il est balèze. Super fort. À la dérive, on retrouve Paris en couverture. Ça parle des Apaches parisiens, en fait, qui étaient ces gamins des quartiers périphériques et qui terrorisaient, entre guillemets, les Parisiens de Paris. C'est assez rigolo parce que je trouve que c'est vraiment encore d'actualité. On en a parlé là il y a pas longtemps avec les gamins qui ont mis un peu le souk pour la fête et on retrouve cette idée de gens qui sont parqués à l'extérieur, qui sont plutôt pauvres et qui se retrouvent en fait juste à chercher à s'exprimer d'une manière qui n'est pas forcément la bonne. Là encore une fois, évolution dans ton style graphique et notamment dans le découpage. Je pense que c'est l'album où tu as essayé le plus de choses en termes de découpage. Te rapprocher soit des pages complètes comme on peut le voir maintenant régulièrement, mais également des pages qui vont rappeler un petit peu soit l'art nouveau, soit l'art déco par moment également, avec des volutes comme ici. Tu cherches à chaque fois, à chaque album à évoluer, j'imagine, pour Ouais, pas ouais. t'ennuyer. Bah, c'est vrai que maintenant, ça fait une quinzaine d'années que je fais ça. Et j'essaye de fuir la routine et de m'enthousiasmer en permanence. Pas forcément à me dire ah ce que je suis en train de faire est génial, mais être toujours en état d'alerte et toujours surpris du résultat. Et pour moi c'est important qu'une fois que je finis une page, de ne pas savoir vraiment à quoi la page d'après va ressembler. Même si j'ai déjà un canevas un peu défini, j'ai besoin tout le temps de tester des couleurs, tester des mises en page, des machins. Et quand j'ai trouvé une recette qui me plaît, et ben je mets un point d'honneur à jamais la réutiliser. C'est presque obsessionnel en fait. Ok, J'ai mais- besoin que ce soit un mouvement permanent. Mais t'as quand même besoin dans un album qui ait une cohérence, parce que tu vois, Ouais. t'es pas passé du travail de Rimbaud à la dérive en plein milieu de l'album, en fait, tu te gardes quand Non, même non, non, je fais des bouquins les uns après les autres, mais quand je termine les albums, maintenant je suis obligé de faire un passage sur toutes les planches pour essayer d'homogénéiser un peu tout Ah ça. oui, Ouais. c'est vrai, d'accord. Ouais. Donc je travaille vraiment à l'énergie, et c'est vrai que je travaille assez vite, mais très intensément. Je dessine vraiment comme s'il y avait une espèce d'urgence. Oui, une Parce pulsion qu'il n'y a pas d'urgence à faire la BD. Et normalement, on Ouais. apprend, en tant que bon mascu, on apprend à mieux gérer nos Exactement. pulsions. Bien sûr, et moi je gère totalement mon énergie. Ah, comme Eiffel, alors il n'y a pas d'ordre chronologique, enfin j'ai essayé de le faire, mais il nous manque L'Enfant et la rivière et Le lendemain du monde. Je l'ai dit en introduction, qui sont des adaptations, mais avec un travail avec le scénariste, si je dis pas de bêtises. Notamment Attends, je pour peux- Le lendemain du monde. Ouais, Le lendemain C'est- du monde, c'est inspiré de Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. C'est Mais ça. C'est une nouvelle proposition. Après, l'album n'est plus commercialisé. Ouais. Et celui-ci non plus. Donc, Ah, comme Eiffel ouais. non Eh plus. ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Trouver le dernier exemplaire. Ah, comme Eiffel, on retrouve encore une fois Paris. Là, c'est ta collaboration avec Martin qui t'a fait ça. Tu l'as Martin publié. Tristram. Tristram, pardon. Pourquoi tu rigoles? Non, frère. Parce que Non, mais je t'as des rigole parce anecdotes que- à raconter. Mais hein. non, mais je suis content. Parce que je suis heureux d'être là. C'est tout. Merde, on n'a pas le droit d'être content, putain. Chier. Et c'est un album, alors c'est dommage qu'il soit plus commercialisé parce que c'est un très bon album en fait qui raconte l'histoire de la création de la Tour Eiffel C'est comme une biographie, je crois. Non, pardon. romancé Non, très romancé, globalement bien en fait. Mais en fait ça a été publié en même temps que le film avec
Romain Duris, C'est sorti juste avant. juste avant, et Et- ça a été un peu écrasé par la communication de Romain Est-ce que Duris. là, tu as une info ou pas? Parce que... Ah non, t'as vas-y, pas. alors là, t'as un truc à dire. Parce que cet album a une histoire complètement folle. Le jour de la sortie de l'album, je vais dans Paris pour voilà, profiter, savourer cette journée, et je reçois un coup de fil du directeur éditeur de Castorama. Il est 9h30 du match, je me dis, ça va être pour me féliciter. Et en fait, c'est pour me dire, il y a la société de production de, je crois, Luc Besson, qui veut nous faire un procès, parce qu'ils sortent un film sur Gustave Eiffel dans un an, et apparemment l'histoire est similaire, donc ils voudraient sortir le bouquin de la commercialisation. Et ça, on l'apprend le jour de la sortie. Et j'en rigole, parce que j'ai fini par digérer le truc. Au final, ce qui s'est passé, c'est que du coup, l'éditeur s'est mis d'accord avec les producteurs du film pour ne pas faire trop de promos et ne pas écraser le potentiel film. Et ce qui est assez drôle, c'est que du coup, ce bouquin a été un vrai bide. Et en fait, 2 mois après la sortie, une chroniqueuse de Télématin, je ne sais pas comment elle est tombée dessus, est tombée sur le livre. Elle a fait une chronique dithyrambique. Et en gros, elle a annoncé, en plus c'était une émission où tu as 1,5 million de téléspectateurs, donc elle tient le bouquin comme ça, elle dit le livre est tellement bien, il va sortir au cinéma. Et du coup, on a vendu tout le tirage en 24 heures, Ok, d'un bouquin qui n'avait pas marché. d'accord. Et en plus, ce truc-là, ça a changé aussi mon rapport, entre guillemets, aux ventes et au succès, c'est que le bouquin était déjà là, les libraires me disaient qu'il n'avait pas marché, et en fait, il suffit d'une chronique, et rien n'a changé sur le livre, et en fait, c'était numéro 1 des ventes sur notre site préféré, sur Amazon, pendant... Mais le succès en c'est bande terrible, dessinée et dans les livres Donc fonctionne à- je ne sais pas quoi penser de ce livre. Du coup. Ouais. C'est Bon, de toute façon, t'as plus grand chose à en penser. non, Mais cette anecdote avec tes éditeurs, c'est pas la seule. Non. Parce que il me semble que t'as eu un courrier un peu étrange une fois que Kegon Nicolas Schiele- Sarkozy. Ouais, de Nicolas Sarkozy qui t'a dit que non, ton bouquin était aussi. Non, mais sur Egon Schiele, il est publié et quelques jours après, tu reçois un courrier te disant on veut pas vous publier votre livre. C'est pas tout à fait ça, mais c'est assez incroyable. Et d'ailleurs, j'ai demandé à avoir une enquête interne chez Casterman, mais on n'a jamais réussi C'est à trouver qui T'as était vraiment fautif. demandé Bah, plus ou moins. Ah, c'est vrai. Non, pas une véritable enquête, Ok. mais de savoir qui était l'interlocuteur. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai proposé mes premiers projets aux éditeurs, je leur ai proposé 1984 et Egon Schiele en même temps, parce que je voyais bien qu'en termes de droit, ça allait être compliqué. Et du coup, je misais surtout sur Egon Schiele. Et je l'avais envoyé par la poste à Casterman, mais j'avais pas de contact direct, donc j'avais envoyé édition Casterman, voilà. Et j'avais imprimé un dossier, et j'ai pas eu de réponse. Et entre-temps, un dessinateur m'a donné un mail, un contact d'un éditeur chez Casterman, qui était emballé par le projet. On a signé, on a fait le livre. Le livre est imprimé. Je venais de recevoir mes exemplaires d'auteur, donc le carton avec les 20, Le 20 livre exemplaires. existe C'est véritablement. ça. Et il devait être commercialisé 3 semaines plus tard. Et là, je reçois le courrier par la poste. Cher monsieur, nous accusons une bonne réception de votre projet sur Egon Schiele. Malheureusement, il ne correspond pas à la ligne éditoriale. Nous n'allons pas pouvoir le publier, quoi. Et c'est extraordinaire. Et là, Alors que le j'imagine le bouquin- moment de panique où tu te dis, Mais mais en oui, fait, ton bouquin, du coup- il est à peine sorti, déjà annulé. Là, déjà, j'ai été vérifié que mes lunettes étaient à ma vue, mais le logo était bien Casterman sur l'album. Mais c'est incroyable. C'est ouf. C'est dingue. Et au final, donc, juste, on ne saura pas ce qui s'est passé. On ne saura pas. C'est passé par. Mais en fait, c'est le problème quand un t'as pas de contact secrétariat. direct, Ouais. et voilà, ça peut. Tu sais pas sur qui ça peut tomber, mais. Ou alors ça peut être la mauvaise personne au mauvais moment. Mais du coup, c'est une anecdote dont je parle souvent aux jeunes auteurs ou aspirants auteurs, c'est ne vous arrêtez pas à un refus ou quoi, parce qu'au sein même d'une même maison d'édition, vous pouvez avoir un oui autant qu'un non, même Ouais. s'il y a plus de chances d'avoir des noms en général. Là, t'es en train de devenir le mentor de beaucoup de gens, tu sais, en disant ça. Ah. Ouais. Et là, t'as une autre anecdote. Non. Attends, je me méfie, j'ai l'impression que je te vois comme un magicien là derrière ton bureau. Je vais vous sortir une anecdote, vous allez voir. Non, Non. non, là, on va dérouler l'émission comme il se doit. Ça marche. Donc, dans la foulée, derrière, le succès, la signature avec Sarbacane, l'adaptation de 1984, qui est ton œuvre qui t'a fait exploser aux yeux du grand public, notamment, qui est sortie pendant le Covid, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. Avec une première édition qu'on va vous montrer, mais que vous ne pourrez plus avoir, sauf à claquer quelques centaines d'euros, milliers Ouais, peut-être même milliers, maintenant, on est maintenant. d'accord. Hein. Donc c'est l'édition, je sais pas si on va bien le voir à la caméra. Non, c'est nul. L'édition pop-up. L'édition pop-up. Je te la casse, Raph? Tiens. Oui, parfait. De toute façon, j'y tiens pas. Voilà, ça c'est la Une première biographie. édition de 1984 qui a connu un succès de fou. En fait, cette année-là, les droits
de 1984 tombe dans le domaine public, il y a une dizaine d'adaptations à proprement parler dans le monde de la BD. Il y en a une qui sort de l'eau, c'est celle de Monsieur Coste. Ce qui paraît dingue. Ouais. Vous en êtes à combien d'exemplaires maintenant vendus? En France, on est autour de 80 000, je crois. Ok. Et il y a eu 15 ou 16 traductions. Et du coup, ça tourne pas mal. Wow. Ouais. Ok. Et notamment en Chine. Enfin, non, mais c'est assez C'est dingue. vrai Non, mais je reçois des messages de lecteurs chinois, russes et ukrainiens aussi. Enfin, il y a un truc comme Ok. ça qui est très, très étrange. Ouais. Ce qui est fou. Hein. Donc Ouais. ça, Enfin, c'est et j'aurais jamais imaginé ça. Et ce qui est super avec ce livre, c'est que c'est vraiment le livre que j'ai toujours rêvé de faire. Et du coup, il y a tellement de désillusions dans ce métier que c'est très rare quand ça se passe bien. Et tout s'annonçait très mal. Parce que j'ai passé 3 ans à le faire, je voulais vraiment le peaufiner à fond. Et au moment où il est sorti, on a réalisé qu'il allait y avoir 4 ou 5 adaptations en même temps. Et en plus, il y avait menace de fermeture de librairie la veille de la sortie. Donc, je veux dire, ça pouvait pas s'annoncer plus mal. Et au final, ça allait de surprise en surprise. Et... Enfin, c'est incroyable. Ouais, c'est un truc de fou. Comme dit, il y a des petites différences sur les différentes éditions. Je sais pas si on les voit. Et je pense que c'est là où tu te libères le plus graphiquement. Tu me dis si je me trompe. Hein. Mais on va retrouver vraiment dans l'album cette libération du trait. C'est-à-dire, on sent qu'il y a beaucoup plus d'énergie, de volume. Tu es encore assez proche d'une bande dessinée un peu plus classique, avec quand même les cases qui vont disparaître petit à petit, notamment dans ton dernier bouquin. Mais on va retrouver régulièrement des illustrations pleine page, on va retrouver des couleurs hyper fortes, une architecture brutaliste qu'on va retrouver dans l'adaptation et qu'on va retrouver dans l'énergie du dessin. Je crois pas me tromper en me disant que c'est un peu la révélation du Xavier Coste qu'on connaît maintenant depuis presque 10 ans. Merci. Non. Mais non, c'est vrai. Et c'est vrai qu'en fait, avec ce livre, j'ai voulu vraiment aller jusqu'au bout de ce que j'avais en tête. Et effectivement, ça a été libérateur. Après, c'est aussi en changeant de maison d'édition. Chez Sarbacane, ils étaient plus ouverts à avoir un dessin libéré comme ça. Mais sur mes premiers livres, j'essayais de rentrer dans un moule un peu plus classique qui me convenait pas tellement en termes d'énergie de travail. Okay. Et là, j'essaye d'être complètement entier. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à 84, c'est qu'au moment où je travaillais dessus, tout le monde me disait que ça allait pas marcher, que j'étais en train de faire fausse route. Déjà, j'avais envie d'avoir un format singulier, d'avoir le format carré. Et puis le dessin est particulier. Donc quand je montrais des planches, il y a assez peu de couleurs à des journalistes et des libraires, tout le monde me disait mais ça va pas du tout, ça marchera pas, tu vas te casser la gueule, quoi. Et j'étais un peu obnubilé, un peu têtu dans mon truc. Okay. Et même la couverture du livre, pour 84, on avait un autre visuel. Je le sentais pas. C'était un truc beaucoup plus consensuel, commercial, beaucoup plus efficace. Mais je me reconnaissais pas dedans et j'avais ce visuel en tête. Et en fait, mon éditeur m'a dit bah, écoute, c'est ton livre, je te fais confiance. Et ça, c'est très fort. Mais du coup, ça m'a d'autant plus stressé que quand le livre est sorti, comme j'étais moi-même à 100%, ça se pétait la gueule, je pouvais pas dire ouais, c'est l'éditeur. On aurait obligé, on aurait eu un autre visuel, ça aurait marché. Comment tu penses que tu aurais vécu s'il y avait vraiment eu un échec? Tu serais posé la question de savoir si tu continues la BD? Je sais pas. Parce que à cette même période, tu as commencé à travailler un peu dans l'illustration pour la presse, ou c'est arrivé un peu après? Ouais, plus ou moins. Là, je sens qu'il y a encore des anecdotes. Non, c'est juste pour parler de toi. D'accord. Le Monde, Libération, c'est ça que tu faisais? Je sais plus. J'ai fait un dessin dans Le Monde diplomatique il y a 10 ans. Ah, c'était tout? C'est tout. Pas fait mais plus. c'est vrai que du coup, c'est souvent repris. Il y a qu'un illustrateur pour Le Monde diplomatique. Bah ouais. Ah, moi, j'en avais fait plus. Non. Ok, bon bah. Non, mais après, moi, je mangeais à tous les râteliers. Mais t'as bien raison. Non, mais j'ai fait des illustrations. On a besoin de manger, hein. Non, mais beaucoup d'illustrations pour des romans jeunesse, des choses comme ça. Même, j'ai fait pas mal d'illustrations sous pseudo aussi. De choses que vous ne trouverez jamais. Ok. Peut-être même des livres que vous avez vendus en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est horrible. Mais en fait, c'était moi. Ah bon, on va chercher. Journal d'un prisonnier. Allez, on continue de balayer, on a encore plein de choses à dire. L'homme à la tête de lion, qui vient juste après, on retrouve le même format, ta signature, le même éditeur, et la volonté de raconter l'histoire d'un freak. Tu peux nous en parler, Raph? C'est l'histoire d'un freak. Mais qui a vraiment mais qui a vraiment existé, cet homme à tête de lion. Enfin, qui est dans l'idéologie de tous les freaks qui existent, entre la femme à barbe, les siamois, tout ça. Et donc c'est le destin de cet homme, avec cette pilosité absolument
bah ouais, enfin qu'il le fait ressembler à cet animal et avec ce côté adulé du grand public, mais avec une sorte de souffrance totalement, enfin voilà, dans le monde qui l'entoure. Enfin, on a la grande période des cirques Barnum, de tout ça, enfin vraiment tout. Et puis c'est vraiment, ouais, c'est un peu le combat d'un homme qui ne se sent pas aimé forcément pour les bonnes raisons non plus, je trouve. Enfin, c'est moi ce qui en ressort. En même temps, je regarde American Story X avec la saison du cirque, donc je trouve que ça collait bien avec l'ambiance. Mais voilà, c'est vraiment ça dans American History X? Pas American, American Horror Story. Story. Ouais, c'est pareil. C'est des monstres aussi. Hein. Et là, libération totale, plus de cases. T'es libre Ouais, dans ta on change, narration. On fait tout péter. Ouais, tu te dis, Mais c'est un livre qui est hyper important pour moi parce que mon premier album avait plutôt bien marché, et ensuite les ventes des bouquins étaient de plus en plus compliquées. Donc l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai fait 1984, c'était que, en gros, si ça continue à si peu marcher, je vais arrêter, quoi. J'avais pas du tout envie d'arrêter. Et du coup, ça s'est mis à marcher, mais finalement, j'étais un peu mal à l'aise avec ce succès, ok. qui peut être un peu comme un bâton d'uranium, parce que du coup, on m'a fait plein de propositions de toutes parts, mais c'est hyper flatteur, mais du coup, tu ne sais plus ce que tu as envie de faire. Et en plus, on est là, tiens, vous allez travailler avec Vincent Lagaffe, avec, je ne sais pas, enfin, bref, Plein de gens, et t'avais pas forcément. des gens hyper connus, des gros chèques, des gros tirages, mais des trucs que j'avais pas envie de faire. Ou alors adapter d'autres grands romans, mais des romans hyper connus, mais qui m'intéressent pas du tout. Et les faire pour des mauvaises raisons. Ok. Et du coup, j'ai fait là aussi le pire pari. Quand je bossais dessus, les gens me disent mais qu'est-ce que tu fais? T'as un bouquin qui marche vachement bien et là tu fais un truc sur un sujet qui intéresse personne. Tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Mais pour moi, c'était important de casser mon jouet. Et en fait, je me suis dit profite du fait d'avoir entre guillemets un succès pour pouvoir faire un projet que tu aurais même pas pu signer avant, je pense. Parce que et puis j'ai eu un espèce de syndrome de l'imposteur aussi. Comme j'aime bien m'appuyer sur le réel, soit par la biographie, soit aussi par l'adaptation avec Orwell. Et j'ai eu un espèce de syndrome de l'imposteur avec 1984, où j'ai eu l'impression d'avoir phagocyté le travail de George Orwell, et qu'en fait ça marche uniquement avec son texte. Donc c'était important pour moi de venir avec une proposition où je faisais un scénario original, je m'inspire d'un personnage réel, mais en fait c'est juste physiquement. Tout le 100% de l'histoire est inventé. Et donc j'ai fait un gros travail d'écriture, mais c'était important pour moi d'avoir cette mise en danger, à un moment où au contraire on servait les trucs les plus faciles entre guillemets et les plus marketing. Mais après, c'est peut-être un mauvais choix, mais je me dis que en fait aujourd'hui c'est compliqué de signer des projets atypiques. Et c'est quand même bien d'avoir le luxe de refuser des trucs qui nous plaisent moins et de rester dans cette idée de plaisir. Le problème, c'est qu'il faut se faire un nom pour pouvoir faire les projets qu'on veut. Ouais. Mais des fois, se faire un nom... Enfin, c'est comme il faut de l'expérience pour rentrer dans un boulot, mais j'aimerais rentrer dans ce boulot, il faut l'expérience, comment je l'acquiers. C'est un petit peu la même chose. Le bouquin a plutôt pas mal marché, mais il a marché parce que les gens avaient lu 84 avant. Je pense que ça aurait été un premier bouquin sur ce sujet-là. Plus difficile. Hein, ça aurait été mission impossible. C'est des sujets qui peuvent être touchy, sûr, qui peuvent prêter à polémique. Tu parlais du syndrome de l'imposteur. Pour autant, dans la foulée, tu te dis oui, voilà. j'ai plus d'imposture. Moi, Orwell, allez, Balek. Ouais, finalement, j'aime bien l'argent. Franchement, je peux faire mieux. Je peux faire mieux que ce bonhomme. J'ai raconté toute l'histoire. Alors attends. Vas-y, raconte-la-moi. Ouais. C'est un projet qui était... en fait, qui est né tout seul. C'est que 1984, c'est un projet que j'avais en tête pendant plus de 15 ans. Et du coup, au moment où j'ai attaqué l'adaptation, je me suis mis à avoir plein d'idées un peu dangereuses, des envies d'écriture, des idées d'histoire, à intégrer à l'œuvre d'Orwell. Je me suis dit, mais tu feras jamais ça, il faut que ce soit une adaptation fidèle. Je notais quand même toutes les idées. Entre-temps, je fais L'homme à la tête de lion. Et L'homme à la tête de lion, du coup, ça m'a libéré d'un truc. Ça m'a libéré d'un truc d'imposture. Et j'avais vraiment toute l'histoire en tête, mais qui est venue malgré moi. Et j'essayais un peu de la repousser, mais instinctivement, j'avais qu'une envie, c'était de foncer, de faire ce bouquin-là. J'osais même pas en parler à mon éditeur. Et en fait, c'est lui un jour qui m'a dit, écoute, plus il savait pas trop comment amener le truc, ça va peut-être te paraître un peu bizarre, mais ouais, là tu regardes la caméra, tu dis là on va avoir du buzz. Là on va avoir du juste pour voir si on voit bien les pages en fait. Et du coup, en gros, mon éditeur me dit, si jamais éventuellement tu voyais une manière de prolonger ou pas 84. Ouais, comme quoi, cool, l'alignement. Et là, pendant 1 heure, je lui fournis un tunnel. J'avais tout le livre en tête, j'avais les personnages, j'avais les enjeux. Et ce qui m'a donné les ailes aussi pour ce projet, c'est vraiment la suite à Blade Runner initiée par Denis Villeneuve.
qui est quelqu'un qui a complètement compris l'œuvre originale de Ridley Scott et aussi la nouvelle de Philip K. Dick pour Blade Runner, qui a su se l'approprier et rajouter ses propres lubies, ses propres idées. Et moi, c'était vraiment le point de départ. Voilà, je vois vraiment ça comme un prolongement respectueux. Et j'ai encore d'autres idées, mais je m'interdis de les faire parce que je veux pas que ça devienne une franchise. Ah non, alors non. Et en plus, ça a été vachement bien accueilli, alors je m'attendais à me faire défoncer. Donc je me dis, on peut pas tenter le diable 2 fois. C'est pas possible. Ah bah moi, alors très sincèrement, j'aimerais un journal de 1986, ou même peut-être quelques temps plus tard. Ça a été un gros coup de cœur collectif. On l'a écrit, on l'a dit, il faut avoir quand même un certain culot pour oser écrire la suite Du talent et de l'humilité. Ouais. Mais culot, quand même. Hein. Je pense que quelqu'un qui a le culot, qui n'a pas le talent, ça aurait pas fonctionné. Ouais. Mais on a trouvé que c'était hyper intelligent, que ça venait compléter, que ça répondait encore une fois à beaucoup de choses de notre société. Ouais. Ça soulevait plein de choses, comme ça allait le faire Orwell. Et non, si tu as des idées, moi je t'en conjure. Okay. Vraiment, fais-les. Franchement, fais-les. Je trouve que c'est hyper intéressant, d'autant avec ce qui se passe de nos jours. On n'arrête pas de citer Orwell en disant c'est orwellien, ce qui nous arrive avec l'IA, etc. Et je pense qu'au contraire, ce serait bien de le reconvoquer dans une œuvre culturelle, littéraire, réfléchie, posée, et pas que dans l'actualité, et dire voilà où on pourrait aller. Je t'en conjure, fais-le. Parce que, et cela dit, j'ai jamais fait un bouquin avec un tel niveau de stress. Là aussi, parce que je savais que si c'était pas bon, on allait se faire défoncer. Ouais. Et en plus de ça, je me suis dit déjà, ça donnerait un mauvais livre. Et en plus, ça risque d'entacher l'adaptation que j'avais faite, qui avait été bien accueillie. J'avais pas envie que ça reste dans l'esprit des gens. Ah ouais, c'est l'adaptation, mais le mec après, il a fait une merde après. Ouais. Non mais ça arrive, des fois on pense ça de certains cinéastes. Donc c'était un peu ma hantise. C'est un succès. Tu peux prendre un chocolat. Hein. Oh. C'est aussi avec 1984 que tu fais la rencontre de quelqu'un j'ai eu l'impression qu'il était peut-être un mentor pour toi ou quelqu'un avec qui t'as noué une amitié forte, avec qui vous avez partagé des choses. Tu l'as rencontré au moment de l'invitation sur Pop Pop Pop. Ouais, tout à fait. Antoine Decaune. C'est ça. Qui a un message vidéo aussi. Non. Oui. Ah non. J'ai pas pris le temps et pour le coup, j'ai pas osé lui contacter pour lui dire est-ce que tu voudrais faire quelque chose. Donc non, il n'a pas fait. Ouais, et c'est avec lui que tu le rencontres. Ouais. Il t'invite régulièrement. Il t'a invité. Je lui dois énormément. En fait, ce qui est génial, c'est que c'est quelqu'un complètement passionné. Et il n'est pas du tout blasé alors qu'il a 72 ou 73 ans. Et il a toujours cet appétit de découvrir des nouveaux auteurs, de nouvelles œuvres. Et quand mon 1984 est sorti, il n'a même pas attendu de savoir si j'avais déjà fait de la radio, de la télé ou quoi. Il m'a invité tout de suite dans son émission sur France Inter. Et enfin, j'en ai parlé avec lui du coup quelques années après, quand on a eu l'occasion de travailler ensemble. Comme lui, il baigne dedans, il se rend pas compte du caractère exceptionnel de gens comme moi. Mais moi, ça a complètement changé ma carrière et ma vie aussi. Je me souviendrai toujours quand je suis sorti du studio de France Inter, parce que du coup c'est 1 heure de direct, c'est écouté par des centaines de milliers de personnes, mais j'ai l'impression que quand j'ai sorti mon téléphone, j'ai enlevé le mode avion, ça fera peut-être ça après le studio de tribune, c'était incroyable, incroyable, des centaines de messages de gens qui m'avaient croisé 20 ans avant, enfin de tout, tout. Ouais. Okay. Et là on voit qu'il se passe un truc quand un bouquin arrive à toucher des gens qu'on connaît autrement qu'en scrollant les réseaux, qu'en me suivant, quoi. Ouais. Et ça, c'est très rare. Ah oui. Et ça a été un accélérateur comme ça pour plein de gens. Il a mis en lumière beaucoup de gens. Et c'est assez drôle parce que j'ai participé à un documentaire qui est sorti sur lui il y a quelques mois, qui permet de faire un peu l'état de lieu de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Et même qu'un écrivain assez connu comme Philippe Gian dit à Antoine Decaune, mais en fait, c'est vraiment grâce à toi que ça a marché, quoi. Okay. Et Decaune ne le prend pas au sérieux, alors que oui. Ah, c'est... Parce qu'il a eu ce culot d'inviter, de donner des grands médias à des gens qui n'avaient pas accès à tout ça. Qui n'y avaient pas accès, ouais. C'est un vrai passionné de BD, si je ne dis pas de bêtises, depuis des années. Je crois qu'il a une collection de dingue. Enfin, sa fille en parlait aussi de la collection de BD. Il n'y a pas de vidéo de c'est juste pour lancer le fait que vous avez après coup collaboré sur Île Déserte, qui est encore une fois un gros coup de cœur collectif, avec nous dans l'équipe un Yann qui va venir tout à l'heure, qui en a dressé un tableau dithyrambique qu'il a vendu vraiment à la librairie. C'est lui que tu vois dans le strip fait par Julien Motler. Ça raconte la vie du papa d'Antoine Decaune et d'Antoine Decaune, comment il a vécu en tant qu'enfant. Je te laisse parler peut-être, Raphaël.
Oui, c'est la vie du... Non, non, mais c'est la vie du papa d'Antoine Decaune, donc, qui était pareil, enfin figure populaire, et qui un jour a une idée en tête, c'est de partir sur une île déserte, tout seul, enfin pas tout seul, puisqu'il y a son chien, et dans l'idée de continuer à faire une sorte de bulletin radio. Son fils Antoine, il a 6 ans à ce moment-là, quand il le laisse tomber. Et moi, je trouve qu'il y a une phrase, enfin, moi, qui me marque toujours au début de ce bouquin, c'est quand il part et qu'il y a un natif qui le laisse sur l'île, et il fait, mais vous savez, monsieur Decaune, on ne se naufrage pas tout seul. Et je trouve que cette phrase est absolument géniale, parce que surtout, alors c'est pas un spoiler, mais cette expérience, ça va être un calvaire. Rien ne va fonctionner comme prévu. Et donc d'un côté, il y a vraiment l'expérience, cette lubie de ce mec qui part, qui lèche tout. Et de l'autre côté, ce gamin de 6 ans qui voit son père, enfin, totalement l'abandonner. Et pareil, je trouve dans la maquette du bouquin, il y a cette 4e de couverture, cette photo, qui dit, mais je pense que cette photo a jamais mieux résumé cette histoire. Où on le voit lui, le papa, le chien, et enfin, ouais, je trouve que c'est assez fort ce qu'il en ressort. On en pensera ce qu'on veut de son papa. Je pense qu'on a toujours eu sur le personnage, mais c'est un bouquin qui est très fort, et d'avoir dans la part d'Antoine Decaune, d'avoir plongé comme ça dans cette mallette à souvenirs Ouais, je de trouve que c'est un récits, cadeau. c'est un travail qui est extrêmement fort en fait. Et C'est un cadeau qui te fait quand même de te passer son histoire de vie. Il l'a pas fait à quelqu'un d'autre, il Ouais. l'a fait avec toi. C'est une histoire de dingue. Enfin, c'est une relation de confiance extraordinaire. Oui, non, mais c'est clair. Ça, j'en ai eu conscience dès le départ. Et c'est aussi ça qui m'a donné envie de faire le projet. C'est que Dargaud m'a appelé en me disant est-ce que tu serais intéressé pour faire une BD avec Antoine Decaune? Moi, sur le principe, du coup, j'ai un espèce de truc d'alerte. Je me dis ok, ça va être un truc commercial. Mm. Ça va être un truc où il va pas participer du tout. Et en fait, non. En fait, il y avait rien. Et ça, c'était génial. Quand ils m'ont appelé, il y avait juste Antoine Decaune qui avait éventuellement envie de faire une BD. Si quelqu'un voyait comment mettre en image cette histoire, comment on pouvait se la réapproprier avec lui. Et il avait tout un carton avec les archives de son père. Ça comprenait des photos, des lettres, son journal intime. Et il ne l'avait pas encore regardé. Donc du coup, j'ai regardé tout ça avec lui. Et Ok. même là, tu parlais de la 4e de couverture où il y a la photo. Et en fait, c'est en regardant des trucs avec lui, il tombe sur la photo, il me dit sur cette image, il y a tout. Et en fait, il dit la phrase qu'on a mis à l'arrière du bouquin. D'accord. Et du coup, c'est un bouquin que j'ai fait très vite, parce que forcément, on était dans un truc de recherche. On savait pas ce qu'on allait découvrir, et lui était dans une émotion assez forte. Et moi, j'avais envie de pouvoir restituer tout ça. Donc, on se voyait pas mal pour en parler, et j'essayais de dessiner au plus vite pour Rester retranscrire dans cette ça. énergie. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a que mes collègues dessinateurs qui m'ont souvent dit ce bouquin-là, on voit que tu l'as dessiné plus vite, mais en fait, on s'en fiche. Moi, j'étais vraiment dans un truc de Ouais. premier jet où il faut que le trait soit sincère. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment en tête, notamment sur le dernier. Ça peut faire une transition avec Sculpter l'éternité. Ce côté dessin vivant Premier jet, et premier jet est de plus en plus présent chez moi. Et donc on arrive à sculpter Ouais. l'éternité. Transition. Parfait. Raphaël, c'est toi, monsieur Nouveauté, monsieur. C'est une biographie. C'était une intervention de Raphaël. Non, non, en plus, encore une fois, c'est pas une biographie. C'est vraiment pas le que. dialogue, voilà, pas que, mais c'est le dialogue interne que se fait en fait Rodin avec Michel-Ange, qui considère comme un de ses mentors, qui est une inspiration. Et c'est en fait, t'as un point d'attaque où on suit en fait un Rodin qui, je vais dire au point mort, mais qui débute, qui n'est rien en fait, se lance là-dedans, va être confronté à tous les doutes que peut avoir un artiste, à cette fascination néanmoins pour le travail de Michel-Ange, dans son travail des corps, dans ses mises en scène, dans ses proportions. Et c'est tout le lancement en fait aussi. Je trouve qu'il y a d'énormes, alors je vais pas les citer comme avant, mais je trouve qu'il y a d'énormément de phases de réflexion sur la création, ce à quoi on est confronté en tant qu'auteur, en tant qu'artiste. Donc N'en dis pas trop, parce que c'est la 3e dernière partie de l'émission. c'est vrai. Mais et non, il y a un point aussi qu'il faut souligner, c'est que c'est une coédition avec le musée du Louvre, parce que c'est également tu as cherché à relier ça avec l'exposition qu'il y a aussi au Louvre. Et même si quand tu me disais en fait que Rodin pour toi c'était mine de rien déjà une grande source d'inspiration, enfin dans tes modèles en termes de création. Et puis après, au-delà donc de ce début, de ce doute, on va quand même le voir évoluer dans sa vie, dans les gens ensuite pour qui il va devenir lui-même un mentor. Et donc voilà, c'est tout ce destin de vie qui est retracé.
Raph, je te laisse la parole, parce que comme on parle de nouveautés, tu continues, tu nous présentes quelques nouveautés. Nous, on va faire une petite pause, on va l'écouter religieusement, parce qu'il a plein de jolies choses. Mais je veux quand même vous les passer pour que vous puissiez les Oui. feuilleter. Tu es Donc, un c'est- amour. Hein. Donc ça, c'est les gens qui me volent des parts de marché, c'est ça? C'est exactement ça. T'as tout compris. Alors, on va rester un peu chez Rue de Sèvres, avec les chants du cygne noir. On parlait de... je te le passe comme ça, si tu veux feuilleter et aussi transmettre à David pour montrer. Les chants du cygne noir, c'est fait par Alex Alice, qu'on connaît dernièrement pour sa série Le Château dans les Étoiles, qui là s'essaye à un autre format, en restant un peu dans ce même univers, parce qu'il va s'attaquer au format manga, enfin en tout cas dans sa narration, dans ses codes, dans ses formes, en adoptant même un dessin très proche de Matsumoto, donc l'auteur de Albator, mais il va conserver justement toute cette épopée spatiale, au travers le destin d'un équipage, d'un bateau pirate, mais de pirates de l'espace. Ça c'est génial, hein, donc tout point. Alex Alice, c'est un super raconteur d'histoire, c'est un super dessinateur. Il s'essaye, comme dit, à un autre médium, une autre manière de narrer. Et donc voilà, on va voir ce que ça va donner sur le long terme. En tout cas, on a vraiment hâte de lire et de découvrir la suite. Je vais essayer d'être vite et succinct. Ensuite, on va continuer avec Dernière Aube, dans la collection Air Noir, donc nouvelle collection polar chez Air Libre, de Attila Futaki et Jérémy Guez. Alors Attila Futaki, c'est un ouvrage posthume, c'était son dernier ouvrage. Là, on va rentrer vraiment dans la lignée des polars. T'as dit posthume? Posthume, oui, pardon. Ouais, d'accord, c'est Oui. bizarre, posthume, c'est posthume. non Posthume. On est dans la lignée des polars très 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 noirs, où on va suivre en fait deux personnes qui vont être mis sur la même enquête. D'un côté, un groupe de policiers plus traditionnel entre guillemets, et de l'autre, un homme de main qui va être commandité. Et tout le point de départ sont sur des disparitions en fait d'enfants assez régulières. C'est pareil, je trouve que c'est parfaitement exécuté, que ce soit dans son dessin, dans son scénario, jusqu'à la fin, on est pris dedans. Alors faut aimer, comme dit, ce polar assez sombre, mais voilà, pour moi c'est juste un petit régal. Et ça fait partie comme ça des nouveaux titres qu'on va arriver dans cette collection qui pour le moment, je trouve, propose des très 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 belles choses. Donc on espère que ça va continuer. Belle Ensuite- ambiance, hein. Ouais, c'est vraiment, enfin, c'est j'allais dire petit ange parti trop tôt, c'est pas le bon mot, mais c'est un grand auteur pour le coup qui malheureusement est On coupera. Ou pas, hein, c'est la carrière de Raph qui vient de s'arrêter en un instant. Hein, Ensuite, il y a Si je t'écris de Bodard et Zabu. Donc ça, gros coup de cœur aussi de David, notamment pour le coup, Oh oui. Oh oui. avec Denis Bodard. J'adore. Tu lis d'autres auteurs? Ouais, T'as j'ai qu'à les des inviter. auteurs, hein. J'ai des relations multiples. T'as été trahi, avec notamment Denis Bodard au dessin, qui est un auteur qu'on voit malheureusement trop peu. Si je t'écris, ça va être cette famille qui débarque en vacances, avec notamment le père de famille qui revient dans cette maison d'enfants, enfin pas d'enfance, mais voilà, où il a passé toutes ses vacances un peu tout seul. Enfin tout seul, très régulièrement, pardon, et il va avoir ce souvenir de cet été, un été très marquant, et en fait on va totalement basculer, on va retourner dans le passé, comprendre pourquoi ça a été si marquant pour lui, tous ces souvenirs. Tu vois, tu parlais du premier trait, de l'intention, de l'énergie. Denis Bodard, il est pleinement là-dedans. Donc il y a des gens pour qui ça paraîtra brouillon, mais il faut pas du tout le voir comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui sait dessiner tous les corps, qui sait dessiner tous les visages, qui sait s'adapter. Il est rare, Denis Bodard, parce qu'il travaille beaucoup pour des storyboards, etc. Il aide beaucoup ses camarades auteurs de bande dessinée à les débloquer dans des découpages, etc. Et il a une force, ne serait-ce que sur une case comme celle-ci, on voit que le corps de tous les gamins sont différents, les attitudes, c'est merveilleux. C'est notamment l'auteur de Green Manor. Et cet auteur mérite d'être connu, alors que c'est pas un petit jeune, hein, et ça fait quelques années qu'il est dans le métier, mais il a jamais rencontré un succès à la hauteur de ce qu'il a apporté au 9e art, quoi. Donc ouais, voilà, moi je suis vraiment un grand fan de ce qu'il fait. Pour continuer, j'hésite, non, on va faire par... on va continuer avec le dernier album de Zelba,
Légère comme une enclume. Donc Zelba, une autrice dont, pareil, on adore vraiment tout le boulot, tout son œuvre, et qui là revient avec un format un peu différent, parce que Légère comme une enclume, ça va être une compilation de mini-récits d'une à une quinzaine de pages, potentiellement déjà pré-publiés sur ses réseaux sociaux, mais également beaucoup d'inédits créés pour là-dessus. Et Zelba, elle va nous parler de tout à la fois. Elle a cette, comme dit, j'allais dire cette non-pudeur, mais c'est vraiment pas un bon terme, parce elle est absolument libre sur tous les sujets. Elle va parler autant du décès de son sextoy que son rapport à ses débuts dans le marché de la bande dessinée, à ses rapports à l'édition. C'est toujours d'une intelligence, d'une sincérité dans ce qu'elle amène et dans ce qu'elle raconte. Et voilà, nous, elle fait vraiment partie de ces autrices dont on suit assidûment le boulot et dont on est un peu bercé comme ça par tout ce qu'elle a à nous raconter. Elle le fait vraiment toujours, vraiment avec... je vais redire sincérité, parce que je trouve que c'est le mot qui caractérise le mieux finalement son travail. Et pour le dedans, coup. elle parle aussi de quelque chose que tu as évoqué, c'est la reconnaissance dans le milieu de la bande dessinée. Du fait que quand t'es femme, c'est compliqué. Quand tu viens du milieu du blog, c'est compliqué. Quand tu veux faire du roman graphique, parler de féminisme, c'est compliqué. Et encore une fois, tu vois, c'est faire sa place, trouver sa place pour pouvoir après avoir la chance de négocier le prochain bouquin. C'est vraiment un milieu qui est difficile pour les auteurs. Et on en parle très bien. On enchaîne avec une autre autrice qu'on adore, que j'adore en tout cas moi. C'est le dernier bouquin de Marie Montaigne avec Space Mountain, qui est en fait, comme elle le dit, c'est les coulisses de son best-seller Dans la combi de Thomas Pesquet. Alors on pourrait se dire, est-ce que ça va pas faire justement redite de parler de Thomas Pesquet? Eh ben non, parce que là où dans la combi de Thomas Pesquet, c'est Thomas le héros, là dans Space Mountain, l'héroïne, c'est elle. Et on va la suivre finalement dans tous ses voyages à Cologne, à Houston, pour finalement pouvoir écrire ce bouquin, et c'est tout autant une réussite. Elle a vraiment, encore une fois, je trouve cette manière de vulgariser les choses, elle a une manière de diffuser le savoir, je trouve, qui est assez géniale. Il y a son humour qui est dedans, et c'est assez méta, parce que finalement, elle fait un bouquin sur elle-même, qui est tout aussi beau que le premier. Enfin voilà, il y a une sorte d'écrit. Ouais, c'est très méta comme truc. Ouais, ça veut dire quoi, méta? Elle écrit sur elle, elle fait son propre. C'est ce qu'on appelle une mise en abîme. C'est une mise en abîme, c'est méta. Ça fonctionne aussi. Ça veut rien dire, c'est méta. Elle fait le propre. Hein, il comprend pas les mots. Il n'y a pas les codes. C'est une mise en abîme, de mise en abîme. Mais voilà, okay. C'est encore une fois tout aussi. C'est méta. C'est méta. T'as jamais entendu ce mot? C'est méta, ça a plus de questions. Si, quand on parle de Facebook, mais. Ah ouais, c'est vraiment trop vieux. Je te remercie. Et pour terminer, on va faire une petite séquence animaux pour changer, avec La fourrière des animaux de Tom King et Peter Grosz. Alors en plus, on parlait d'Orwell, donc on va rester un peu, on va pas parler de 1984, on va parler de la ferme des animaux. Là, il finit les vaches, les cochons et les poules. La fourrière des animaux, c'est les chats, les chiens et les lapins. Et c'est vraiment une relecture, comme il le dit, c'est réadapté pour ne pas oublier. Là où Orwell, à l'époque, écrivait pour dénoncer les dérives du stalinisme, là c'est pour le mettre en exergue les dérives du capitalisme immodéré et de la finalité qui arrive à chaque fois. Et donc voilà, on pourrait dire que Xavier d'Horizon et Félix Delep l'ont déjà fait avec le château des animaux, mais je trouve que Tom King, il l'apporte, c'est pas encore une redite, il apporte encore d'autres idées, il le fait d'une autre manière, et je trouve que c'est encore une fois un ouvrage qui est effectivement assez, comme globalement tous ces ouvrages d'Orwell qui ont marqué, qui ont traversé le temps, qui sont d'autant plus nécessaires encore aujourd'hui. Et pardon, vas-y, t'allais dire... Non, j'allais rien dire. J'allais te remercier et te couper. Ah ok, coupe-moi. Et je termine avec un dernier bouquin. Le mec me dit coupe-moi, mais il dit non, mais j'en ai rien à foutre. Qui est Attends-moi, de David Minoz et Tirso Combs, qui est vraiment aussi mon dernier gros coup de cœur. Qui là, on va parler forcément de relations homme-animal avec cette dame qui hérite de ce chien, pour le coup, qui va très vite se lier une relation très très fusionnelle entre les deux, problématique, parce qu'il en faut une, sinon c'est pas drôle. Elle habite à côté d'une centrale nucléaire, et un jour, l'avenir, il y a un ordre d'évacuation. Elle prépare ses affaires, elle prend le chien, mais on lui dit « Non, par contre, les animaux ne peuvent pas venir. Ne vous inquiétez pas, ça ne va durer que 5 jours. » Et à peine au bout de 2 jours, on dit « Mais en fait, non, ça ne va pas durer que 5 jours, ça va durer 5 mois. »
Et là, le récit va vraiment se séparer en deux parties. D'un côté, ce chien laissé sur place, et de l'autre côté, le récit de cette femme qui va être prête à tout pour essayer de le retrouver. C'est un récit qui, voilà, je trouve qu'il est vraiment hyper fort, hyper poignant dans la manière dont c'est fait. Je trouve que dans la manière dont c'est raconté, dans les expressions qu'on peut voir autour des animaux, il y a un travail graphique qui est assez génial. Voilà, ça fait partie de mes très très gros coups de cœur dans ces dernières parutions. Tu peux me couper maintenant. Ok, merci Raphaël. On revient à ton actualité, Xav, avec Sculpter l'éternité. Rodin face à Michel-Ange, donc édité par Rue de Sèvres, avec la collaboration du Louvre. C'est pas le premier bouquin du Louvre, mais on a vu tout à l'heure, Zelba a clôturé la collaboration entre Futuropolis et le Louvre. Moi, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu la genèse de ce bouquin, comment ça s'est fait. Et puis après, on va essayer de l'analyser, parce que moi, te connaissant un petit peu, connaissant la lecture de cet ouvrage-là, des choses, je me suis dit, encore une fois, les auteurs projettent des choses bouquins. Mais parlons de la genèse. Je regardais avec beaucoup d'envie la collection Futuropolis, le Louvre, parce que ça faisait une vingtaine d'années qu'ils faisaient des bouquins autour de cette institution. Mais je trouvais pas de sujet, enfin je voyais pas comment les approcher, tant que j'avais pas une idée forte. Et j'ai eu la chance que la directrice du Louvre repère mon travail il y a presque 2 ans. Justement, elle est tombée par hasard sur ma BD sur Egon Schiele, la toute première. Ah ouais 15 ans plus tard. Et du coup, elle avait envie d'initier une nouvelle collaboration avec Haute-Sèvres, de créer, on espère, une nouvelle collection. Et elle m'a proposé de faire le tout premier livre et d'avoir une carte blanche, de faire vraiment ce que je voulais, en termes de format, de dessin, de sujet. Mais c'était un beau cadeau, mais du coup, sans contrainte, j'avais un peu de mal, je partais vraiment dans tous les sens. Ça pouvait autant être une BD documentaire qu'une BD de fiction, enfin, tout ce qu'on veut. Et je pouvais avoir accès à tout ce que je voulais. Enfin, il fallait prévenir d'avance, mais c'est vrai que j'en ai pas assez bénéficié, mais j'aurais pu demander à visiter les réserves, les combles, des trucs comme ça, des choses qui sont jamais ouvertes au public. Et j'ai demandé simplement à voir le calendrier des expos à venir. Et quand j'ai vu qu'ils avaient prévu d'associer Rodin et Michel-Ange, moi j'ai tout de suite eu un déclic. Rodin, c'est quelqu'un qui m'obsédait pas mal, comme je le disais en début d'émission. Et j'avais commencé plus ou moins à faire un projet sur lui après Rimbaud. Et justement, j'avais peur d'enchaîner les biographies. Et j'étais rentré dans ce truc-là dont je parlais, la peur que ça devienne une routine de travail. Et la peur de refaire le même livre. Et d'autant plus qu'il a commencé à y avoir beaucoup de biographies en BD. Je pense qu'en librairie, vous avez vu le truc passer. Légèrement. Du coup, si on n'a pas un angle neuf, c'est un sujet qui est compliqué à aborder parce que je vois bien, il y a encore 10 ans, quand parler d'une BD sur un artiste ou autre, ça pouvait susciter l'intérêt chez les gens. Et là, il y a vraiment un côté blasé maintenant. C'est qu'on s'est tellement habitué à avoir des biographies de tout le monde que je voyais bien quand je travaillais dessus et que je disais que je faisais une BD sur Rodin, il y avait pas... Oui, ça suscitait pas l'enthousiasme. Du coup, ça demande encore plus de travail parce que il faut que ce soit le livre qui puisse convaincre les gens et la façon d'aborder le sujet. Parce que le thème va pas porter les gens, au contraire, ça va même être plutôt un frein qu'autre chose. Et d'autant plus que là, il pouvait y avoir aussi un côté institutionnel. Moi, je sais qu'il y a des journalistes qui m'ont dit qu'ils ont eu peur quand ils ont juste vu le titre, qu'ils ont vu que c'était associé au Louvre. Ils ont eu peur que ce soit une BD hyper didactique. Okay. Et justement, je pense que clairement, dès les premières pages, je montre que ce sera pas ça. Et en fait, c'est aussi l'idée de faire un livre qui s'inscrit dans le cadre de l'exposition, où on a 2 personnes qui n'ont pas été sur Terre au même moment. C'est que du coup, ça m'a invité à utiliser un dispositif un peu fantastique et un peu poétique, où on suit Rodin pendant toute sa jeune carrière, et on suit tous ses déboires, et on le voit interagir, soit avec le fantôme de Michel-Ange, soit avec des statues directement de Michel-Ange. Donc tout de suite, j'ai entreaperçu ce côté un peu fantastique et ça m'a donné un espèce de fil rouge pour tout le livre. Et j'ai pu exprimer pas mal de doutes, comme tu le disais, dans ce livre. C'est vrai que je me pose beaucoup de questions à chaque livre, mine de rien. On a fait le tour de presque tous mes bouquins. Encore, il en manquait 2. Et puis, il y a une telle profusion en librairie. J'en ai déjà fait une dizaine. Donc, je me pose toujours plein de questions avant de partir sur un projet. J'ai pas envie de faire un projet si ça me motive pas par-dessus tout, parce que
je suis un peu dans ce truc-là où c'est mon métier, donc je suis aussi obligé finalement de produire, mais j'ai pas envie de produire pour produire, ça m'intéresse pas. Donc j'ai vraiment envie de faire des livres qui aient du sens pour moi et qui accompagnent aussi mon parcours de vie. Donc là, ça veut dire que pendant un an, j'ai fait que penser à Rodin, à Michel-Ange. Enfin, je veux dire, ça façonne aussi tout ce que je suis au quotidien et je pense que ça se ressent aussi dans l'album. Ouais, ce que je disais, moi j'y voyais beaucoup de choses. Ouais. On parle de Rodin qui, à 40 ans, va à Milan pour voir les sculptures de Michel-Ange. À Florence, pardon, Florence. Rien à voir. Rien à voir, c'est une ville d'Italie. Aucun Italien ne nous écoute ou nous regarde. Je crois qu'il y avait du Michel-Ange à Milan. Et il va le voir et ça va être la révélation pour lui. Ouais. Alors qu'il a eu plein de doutes, il a eu des échecs, il se pose plein de choses et il a besoin de ce mentorat. Et pour moi, en fait, en parlant de la sculpture, tu parlais quelque part aussi de la bande dessinée, de la manière dont on peut le travailler, les difficultés, les doutes, le fait de devoir, comme tu l'as dit, à un moment donné, être sûr de soi, d'avancer. Et donc je suis très content d'apprendre que tu as mis plus de toi dans cet album-là que dans le Freak Show par exemple. Tu vois, Ouais. je trouve que c'est plutôt positif comme Je suis moi-même un monstre. J'avoue tout en monstre direct. de foire. Voilà. Et comme tu l'as dit, donc tu as eu carte blanche, on retrouve ton format carré, on retrouve ton idée d'avoir une belle pagination parce que tu as besoin de t'exprimer par le fait que les cases soient plus libres, peuvent être plus grandes, peuvent se rétrécir, peuvent exploser, peuvent mélanger. Je vais essayer de retrouver quelques exemples. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais avec 1984, j'ai pris goût à m'étendre en termes de pages. Et ça me permet d'avoir des narrations un peu différentes. Et maintenant, j'aime bien avoir comme ça des scènes où il y a pas mal de pleines pages, de doubles pages, où on peut vraiment pénétrer dans l'atmosphère d'un livre et faire une petite respiration et ensuite avoir une espèce d'accélération avec plein de pages où il y a des dialogues. Enfin, il faut aussi faire avancer une sorte d'intrigue et en même temps, j'aime bien pouvoir prendre le temps. Et c'est un luxe. Et c'est vrai que aujourd'hui, plus que jamais, j'aime bien que mes livres aient une vraie existence physique et aussi de leur donner un côté singulier, même en termes de fabrication. Là, c'est pour parler technique, on n'a pas mis ce qu'on appelle le pelliculage ouais, sur les couvertures, donc il n'y a pas cet aspect plastifié. On est vraiment sur presque comme du papier aquarelle. Et j'aime bien aussi tenter des trucs et avoir un objet livre. Et donc, enfin, pour moi, c'était vraiment aller au bout de la démarche, ce livre-là. C'est vraiment un livre que j'ai fait pour moi, en ayant conscience aussi que le sujet pouvait être extrêmement niche. Je suis assez étonné d'avoir des retours de lecteurs qui aient pu vraiment pénétrer comme ça dans les pensées et chez qui ça ait pu résonner. Parce que ma crainte quand j'étais en train de bosser dessus, c'était d'être trop en vase clos et de faire un truc qui ne puisse finalement parler que aux créateurs. Ouais. Enfin, c'est vrai que j'ai conscience aussi que c'est d'une certaine manière un peu hors sol aussi, tous ces états d'âme d'artistes. Non mais c'est vrai qu'en soi c'est un peu décorrélé du quotidien, mais ce qui m'a intéressé aussi c'était de parler de toutes les galères, tous les échecs aussi. Et ça c'est quelque chose que je connais bien. Non mais c'est important parce qu'il y a plein de gens qui m'ont découvert avec 1984 et ils sont persuadés que ça a toujours marché pour moi et que tout marchera encore. Alors que mine de rien, avant 1984, il y a presque 10 ans de carrière. Donc c'est vrai que ça rassure aussi. Donc je trouve ça toujours chouette de pouvoir entreapercevoir, pardon, on va refaire. Je trouve ça toujours chouette de pouvoir entreapercevoir les doutes d'un artiste et puis vraiment, moi je pensais pas qu'il avait eu autant de déconvenues. Et les histoires sont, pardonne-moi le terme, mais assez rocambolesques. Notamment quand il est obligé de prouver à l'État qu'il n'a pas fait du surmoulage, c'est-à-dire un moulage la terre sur un modèle, quoi. Comme si, je sais pas, dès demain, vous vous mettez tous les deux à lancer les rumeurs comme quoi... tout est fait par IA. Tout est fait par IA ou entièrement décalqué. Enfin, voilà, et je serais obligé de prouver... De filmer sous la contrainte, ma femme, mes enfants en train de dire, on l'a vu, papa il décidait vraiment. Voilà. Mais c'est rigolo, c'est une histoire de fou, quoi. On en a parlé ce matin avec Léa. Et sur les réseaux, ça commence à être la difficulté de faire la part du vrai et du faux, et des rumeurs qui sont lancées, et de tout ça. Comme dit, pour l'occasion, nous on a édité un Exibris qui est limité à 65 exemplaires. Donc pour tous les gens qui viendront acheter un bouquin à la librairie ou qui le commanderont sur notre site internet, l'Exibris sera numéroté signé, il y aura encore un petit gaufrage qu'on va faire derrière.
Donc vraiment, n'hésitez pas à le découvrir parce que c'est pas un bouquin qui ne parle que de la sculpture. Pour moi, c'est important, c'est pour ça que j'ai fait mon édito sur le mentorat. Pour moi, ça parle de cette difficulté de connaître sa voie, de la suivre, de se faire confiance et de quelque part avoir cette petite lumière qui te dit fais-le, tu y arriveras, tu vas en chier, mais tu peux y arriver. Et pour moi, ça c'est vraiment essentiel, donc ça ouvre beaucoup plus que ça. C'est presque ça pourrait être un Laurent Gounel en bande dessinée. Je sais pas si tu connais cet auteur Non. c'est un mec qui fait des romans avec cette ambition d'un petit peu de permettre aux gens de mieux se comprendre, de mieux se connaître. Je trouve qu'il y a beaucoup de ça là-dedans. C'est très universel, c'est hyper intéressant. Je pense que tout le monde peut s'y retrouver quelque part. Évidemment, tu l'as dit, graphiquement et sur tes choix, c'est marqué, c'est très fauve dans les couleurs, ça éclate dans tous les sens. Donc il y a peut-être des gens qui vont être un peu Surpris, désemparé. surpris de ce qu'ils vont voir, mais on ne saurait que vous encourager à le découvrir, encore une fois, à découvrir un auteur. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, sur mes premiers bouquins, j'avais peur aussi de perdre des lecteurs si je me lâchais complètement. Et maintenant, je suis tout à fait à l'aise avec l'idée que quelqu'un, en ouvrant le livre, puisse ne pas du tout aimer. Mais du coup, en général, les gens qui aiment, je pense, aiment plus que quand j'étais un peu mi-figue, mi-raisin, on va dire. Ok. Je préfère être entier et ça passe ou ça casse. Mais j'ai conscience que ça peut être très clivant. Et tu crois pas maintenant que tu as une espèce de communauté Xavier Costienne de gens, non mais très sincèrement, Oui, non, c'est vrai comme il y a des gens qui kiffent Bilal, comme il y a des gens qui adorent Romain Hugo, tu vois, des gens qui identifient un style graphique pour lequel ils vont tout acheter et qui va en fait leur convenir parce que tu as des partis pris artistiques qui sont marquants, tu vois, c'est pas dilué dans une forme de masse. Un album de Xavier Coste, on le reconnaît parmi d'autres. Je m'attendais à me faire flatter, mais à ce point-là... Attends, toi, tu vas en chier après. Non, mais c'est un truc qui me touche énormément, mais j'ai plein de lecteurs en dédicace qui viennent m'acheter les derniers bouquins, sans même les ouvrir. Souvent, ils me disent, je ne serais pas spontanément allé vers ce sujet-là. Et ils l'achètent avant même de regarder. Ça me touche vachement. C'est trop bien, ça. Et du coup, j'y pense toujours quand on me propose des projets, encore une fois, hyper bien payés, hyper machin. Je me dis, mais si je fais un truc comme ça, je perds cette confiance-là que j'ai avec... Et par exemple, tu as pensé à faire des adaptations de bouquins comme Joël Dicker ou des gens comme ça, non? Monsieur a des infos. Je dis vraiment ça au hasard. Des projets que tu as refusés aussi, ça en fait partie. Ouais, effectivement. On m'avait proposé l'année dernière d'adapter avec un énorme tirage, un tirage que j'aurais jamais connu dans ma vie. C'est vrai? Ouais. Mais je trouve que c'est des livres sur lesquels j'aurais rien... Là, il va me faire la glaise. J'ai 10 minutes pour faire sa sculpture. Waouh. On va tous en faire, je te rassure. Ok. Vas-y, continue. Je sais même plus où j'en étais. On parlait de Joël Dicker, c'était pour l'anecdote. Non, des c'est autres pas ça. bouquins que tu voulais signer et des autres choses, tu vois. Mais en fait, comme j'ai fait quelques adaptations, du coup, on me propose d'adapter tous les trucs hyper connus. Mais si j'ai pas eu un coup de foudre pour le livre, je suis incapable de faire mon boulot, en fait. Ouais. Et je trouve que ça se sent. Et en fait, cette lassitude dans le travail, pour moi, on peut pas la cacher au lecteur. Et on peut pas, dans un métier passion, se perdre. Ou alors, si le métier passion ne rapporte pas assez, pour moi, il faut faire vraiment autre chose. En fait, je préfère vraiment devenir tourneur-fraiseur que de faire des bouquins qui me plaisent pas. Sculpteur, en fait. Sculpteur. Mais à un moment donné, je me suis posé la question de savoir si ton avenir artistique n'allait pas se tourner vers l'illustration. J'ai l'impression que spontanément, tu y vas de plus en plus. Voir, en fait, de la peinture et de... Mais je suis un peintre frustré. Et là, tu vas me sortir un chevalet de ce matin. Non, mais vraiment, je me suis posé la question de me dire, mais en fait, Xavier va passer par par la peinture et l'exposition en galerie, où en fait, il n'y aura plus d'impression de ses bouquins, mais que tu vas chercher à raconter des histoires par des grands tableaux. C'est vrai que j'y tends beaucoup. Pour l'instant, j'y arrive pas. Quand j'ai essayé de faire des toiles, mais j'ai besoin qu'il y ait une histoire, qu'il y ait une narration. Okay. Et donc je suis pas d'y venir, mais on va voir si tu as du talent pour un autre domaine. Oh mon Dieu. Je savais qu'il y avait du budget à alors c'est à la fin de l'émission parce que évidemment on va avoir des mains dégueulasses. Alors je vais juste couper des petits morceaux. Non mais évidemment, je sais que vous m'impressionnez. Moi je me dis à chaque fois dans la bande dessinée, souvent les auteurs ils ont des liens avec d'autres domaines, c'est soit la musique, soit d'autres choses, et donc
Je me suis dit, forcément, tu dois avoir un petit goût pour la sculpture et tu me l'as confirmé, donc j'étais Jamais assez touché. Jamais touché. sans rigoler. Jamais touché. Mais tu sais qu'il y a des auteurs de bande dessinée, donc tiens, ça ce Ouais. sera ta glaise Merci, pour. je sais même pas. Je vais donner la même chose à Raph. Et Donc l'idée, ça, c'est c'est qu'on essaye super de lourd. sculpter Rodin. L'éternité. Ouh, si déjà on arrive à sculpter pendant Ouais. 10 minutes, ce sera bien. Mais tu vois, il y a des auteurs comme l'auteur de Servitude Bourgier, son prénom David, j'ai un doute, C'est David et Bourgier, les auteurs. et Non, je sais plus. qui lui sculpte tous ses personnages pour avoir de la lumière, pour avoir tout ça. Mm. Et le métier de bande dessinée, Ouais. d'auteur de bande dessinée, pardon, parce que on n'est pas bande dessinée, c'est quand même aussi un travail sur la 3D, sur la capacité à voir les éléments, à les mettre en scène, etc. Et donc, il y a quelque chose qui est proche de la sculpture. D'ailleurs, moi j'ai du mal avec ça. En fait, quand je dessine un truc, je suis incapable de le visualiser en 3D dans ma tête. C'est vrai? J'ai un mal fou à redessiner les décors 2 fois. Enfin, j'arrive pas à me promener dans l'espace. Donc c'est intéressant ce que tu nous donnes à faire. Tenez, je vous donne On plein doit de faire un petits portrait outils. de qui, du coup? Bah, un petit Rodin, on pensait au D'accord. penseur. Waouh. Voilà. Ok, comme ça. Hein? Vous avez 5 minutes. Si vous avez 5 minutes pour faire un petit penseur de Rodin, tu pars hyper mal, Raph, je te le dis tout de Oui. suite. Alors en fait, je suis parti sur la porte des enfers. J'ai décidé de... Mais il y aura pas la partie porte. Mais est-ce que toi, tu te permets encore de dire, tiens, je vais découvrir autre chose dans la pratique de mon art, ou tu as l'impression d'avoir fait le tour? Est-ce que tu dis qu'à un moment donné, tu vas vraiment finir par t'ennuyer de la bande Ah non, dessinée? pas du tout. Non, non. Non. Et en fait, justement, depuis 3-4 ans, je travaille beaucoup dans le cinéma d'animation. Parce qu'il va y avoir une adaptation de 1984. Je sais pas. Oh, Ouais, tu c'est- l'as annoncé c'est- dans ton interview à Ah, Ici les Moulineaux. mais ça avait été annoncé en grande pompe, mais monsieur, le monde du cinéma n'est pas Ok, un monde, un fleuve tranquille. facile, d'accord. Donc c'est autant de bonnes nouvelles que de déconvenues. Donc j'y travaille, mais disons que je fais tout pour que ça arrive. J'en parlais encore avec un producteur hier, mais pour l'instant, il y a rien de sûr. Mais tout ça pour dire que je vois à quel point c'est très compliqué. Et parce que c'est des milieux dans lesquels il y a beaucoup d'argent qui circule. Et du coup, depuis que je fais face à toutes ces déconvenues, j'ai encore plus de plaisir à bosser en BD. Ok. Justement parce que j'ai une liberté totale. Et que finalement, c'est juste mon énergie qui va conditionner la sortie d'un projet. Donc, C'est ce que beaucoup de gens disent. donc j'ai c'est encore hyper plus de libre, plaisir en fait, qu'avant. ouais. Ok, ouais, au d'accord. contraire. J'avais peur après 84 de... Vraiment, quand j'ai sorti 84, j'ai eu peur de plus avoir d'idées, de plus avoir d'envie, d'avoir fait un peu le tour, quoi, justement. Et puis c'est une vraie question, parce que est-ce qu'on est fait pour faire des bouquins toute sa vie? Faut pas non plus... Enfin... Faut réussir sa sortie, quoi. Faut pas faire des trucs par obligation. Donc faut rester dans cet état d'alerte et de plaisir. Et le fait d'avoir entreaperçu un autre médium plus compliqué, même si j'essaie quand même de faire des projets, fait que j'ai encore plus de plaisir qu'avant. Mais Comment aussi donc si tu arrêtais la bande dessinée, qu'est-ce que tu ferais? Tu vois, moi je sais que si J'ai j'étais pas trop de libraire- projets en BD. Là. Mais ouais. si tu bah, devais toi, tu arrêter. serais coach sportif, mais tu es déjà. Si- Non, s'il y avait non, plus de non. BD En vrai, qui non, moi je existent. serais Ouais. charpentier. J'adore le C'est travail du bois, tu vois. Je sais que je ferais ça. Tu te verrais dans quoi alors? Et rien avec le dessin, hein, pour le coup. Donc de Ah, là, l'animation, il pas. a des infos là. Non, pas du tout. Non. Non, non. J'aime bien, tu viens parano Ouais, surtout. c'est clair. Là, il a des infos. Ah, si, il a des infos. Ouais. Non, Si. non, je te jure. Non. Je veux te Moi, faire j'aurais parler, adoré être comédien ou faire. faire un petit Ouais. one-man show comme Exactement, ça, un truc, ouais. Faire du stand-up. hein, Non, faire du franchement, stand-up. Ouais, Là, j'ai de l'info. c'est ça. Et qu'est-ce qui t'en a empêché au final? La trouille, le... Non, bah, en fait, je passe déjà tout mon temps à faire de la BD. Mais. Tu veux pas faire comme Kev Adams qui... Ouais, qui va il repercer a été aux relayé États-Unis. par Emmanuel Macron. Hein, Fierté avec son nationale. passage hein. à America's Got Talent. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Non, je suis pas sûr que ce soit incroyable le bon mot. Mais Bon, pourquoi pas, à la limite, il a le droit... Toi, tu aurais fait quoi d'autre? Pour être libraire, t'en as plein les fouilles. moi j'ai toujours dit si j'étais pas si la librairie devait foirer, moi j'irais dans la restauration. D'accord. J'adore bouffer. Et j'ai un projet très précis en tête que je ne dévoilerai pas. Ah, Mais non, mais je partirais dans la restauration. Si tout devait partir comme ça. C'est ça ton penseur de Rodin, Elisabeth? non, j'essaye de faire son visage. Ah, j'allais dire, parce que le penseur, il a... Tu voulais vraiment que je fasse le penseur? Ah bah oui, Bah ouais. c'est le défi, hein. Je pensais que c'était une blague. Non, Bah non. regarde, on est en train d'essayer de faire un penseur. Non, mais continue. Mais c'est intéressant parce que toi, tu travailles la matière. En fait, le problème, c'est que moi, je suis incapable de travailler en petit.
Même Ah. sur mes bouquins, j'ai du C'est mal avec vrai le rapport d'échelle. J'ai besoin Ok. de dessiner très grand. Mais ça, je veux revenir à un truc que tu as dit. Ouais. Il y a 2 minutes, tu as dit que tu étais incapable de voir les choses en 3D. Ouais. Mais comment tu fais alors quand tu dois dessiner? C'est une galère. Ou alors, ce que je vais faire le plus possible quand je peux modéliser les décors entre eux. Mais de façon très sommaire. D'accord. Ça me fait comme des cubes ou autre, mais ça me donne des indications. Ok. Parce que je sais pas faire la 3D. Donc Et là, dans ton travail, contrairement à... Tu me dis si je dis des bêtises, hein, Oh là là. mais contrairement à ton travail sur Rimbaud, où tu étais davantage en traditionnel, sur Sculpter l'éternité, tu étais très en numérique, parce qu'on Totalement on numérique. voit ton travail Oui. où il y a... alors ça, j'imagine que c'est des... Je sais pas comment on appelle ça, des calques ou des brushes Des brushes, ouais. Photoshop qui recréent l'effet... D'ailleurs, j'ai dit Photoshop, je sais pas si Oui, c'est sur Procreate, sur iPad. Où maintenant, on retrouve vraiment les sensations du dessin à l'aquarelle ou au crayon. Ouais. Tu trouves que ça se sent ou, Non, je Non. trouve pas, parce qu'on Ok. on a longtemps parlé avec Yann, notamment sur Ok. Île déserte, où la seule chose qui Ouais. où on s'est posé C'est la les question, couleurs. c'était sur les couleurs. Bah oui, voilà. Comment tu Les trouvais couleurs des couleurs? impossibles. Voilà, Ouais. exactement. C'est des couleurs que tu trouves que sur un ordi, Ouais, même à ouais. l'impression, ça paraît compliqué à faire. Ouais. Pardon. Mais effectivement, ouais, sur mes derniers bouquins, j'ai travaillé entièrement en numérique parce que du coup, ça me permet de peaufiner le premier jet en fait et de rien jeter. Et je passe mon temps à décaler les cases, à les agrandir. Donc je suis tout dans cet état d'excitation permanente qui serait plus difficile si je bossais entièrement en tradi. Et tu t'es amusé à rajouter un peu des petits éléments, je trouve, très numériques, très contemporains. Les petits dots, comme ça, l'espèce de Ah petites oui, oui, textures que tu n'utilisais pas auparavant. Bah, ouais, en fait, j'essaye à chaque bouquin de trouver des outils que j'ai jamais utilisés ou des manières de dessiner. Ok. Ouais. Et donc là, comment tu trouves des nouveaux outils sur Photoshop? Bah, je teste plein de trucs. Ok. Je passe mon temps à tester des trucs. Puis le champ des possibles est infini. Et c'est qui va y arriver? Oui, putain, ça c'est plutôt comme ça. J'espère que ça se voit à la caméra. Hein. Et ça, c'est Project Hail Mary. Hein. Hein? C'est Rocky dans Project Hail Mary. Ça. Attends, après, je vais lui sculpter ses petites fesses, là. Ça va. Non, ça se voit pas à la caméra. Hein. Moniteur, hein. Hop. Alors, je vous annonce que je ne suis pas fait pour la sculpture. Ok, Je bon, bah, découvre au moins, on en peut, même temps que on peut vous. écarter ça. Et là, tous les sculpteurs de France s'ouvrent de soulagement. C'est Au bon. moins Xavier Coste ne viendra pas nous faire C'est ça. Par concurrence. contre, je me souviens plus de comment est son autre bras, il est posé sur la C'est cuisse. trop comme ça. technique, là. Ouais, moi j'ai un peu triché. Moi, il dit bonjour dans Avatar. Hein. Il fait I see you. Donc j'ai un peu Voilà, facilité moi les j'ai choses. fait mon penseur de Rodin. Alors, faut que je soulève. Hein? On le voit, magnifique. Du coup, moi Je je pense démarre. qu'il est temps de clôturer cette émission sur ce succès de ma part. Hein. Moi, dorénavant, je vais inviter plus d'auteurs pour me mettre en valeur sur mes talents de sculpteur. Voilà. Je pense que c'est important. Ah, pas mal, Raph aussi, pas mal. Pas mal. Et toi, en fait, tu fais la tête de Rodin. En fait, j'ai un problème avec l'autorité, je ne fais jamais ce qu'on me demande. Mais finalement, même pour le Louvre, hein, finalement, je me suis démerdé pour faire un des rares artistes français qui n'est pas exposé au Louvre. Rodin, ils n'ont aucune œuvre de Rodin Ouais, au Louvre. ouais. Donc, quand je suis venu avec le sujet de l'album, c'est pas forcément celui qui Oui, mais était- cela dit, c'est eux qui ont organisé l'exposition. Bien sûr, ouais. Et qu'est-ce qui t'a permis de te dire que tiens, je vais pas écouter ce qu'on me demande de faire? Je suis un gros rebelle, Ok. ça se voit, non? Ouais, ça se voit, Ça se physiquement, ça se voit. voit, les tatouages surtout. Ouais, Tu nous les montreras. Mais t'as pas eu de mentor tes parents ont été très en soutien dans ta carrière, peut-être? ouais, mais toujours, ouais. Ouais. Ouais, t'as encore une info? Non, j'ai rien, c'est Là, juste... là, on a plus d'infos. on arrive à la conclusion de cette émission, D'accord. mais je pense que c'est quelque chose qui est important, d'acquérir la confiance en soi grâce aux gens qui nous entourent, qui Ouais. nous aiment et qui Ouais. nous permettent d'être libres et de faire ça. Et je trouve que Ouais. toute ta carrière est un peu le reflet de ça. C'est-à-dire trouver une voie, Ouais. la travailler. Tu fais quoi? Tu fais le mur de Berlin en J'ai plus, fait la c'est porte ça? des enfers. Voilà, ma sauce, hein, sans les détails. Et je trouve, voilà, je ne saurais que encourager les gens à encore découvrir Xavier Coste en tant qu'auteur par différentes portes d'entrée, en fait, très sincèrement. Je pense que Ouais, si c'est c'est vrai. Egon Schiele, Oui, vous oui. pouvez y aller. Si c'est Rimbaud qui vous plaît, vous pouvez y aller, parce que c'est toujours beaucoup plus large que ça. Si vous aimez la biographie, si vous n'aimez pas la biographie. C'est ça, exactement. Et, D'ailleurs, j'ai encore plus de mal qu'avant à trouver des sujets.
parce que j'essaie vraiment de trouver des sujets insolites ou des collaborations étonnantes. Et ça devient de plus en plus Mais compliqué. encore une fois, Pour me on surprendre. ne t'attend pas sur Journal de 1986, ou voire même Ouais. de 96, si on racontait plus tard, sur l'histoire de ton rôle en tant que papa. Parce que Ouais. j'imagine que si... Ah bah oui, ça va être génial. Personne n'a fait ça. Non, C'est mais tu pour, peux le faire différemment. Et ça peut être cool. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme thématique encore, Plein de choses. Raph, l'histoire de ta vie? Ouais, c'est encore une biographie. Ouais, Bon, romancé. Non, mais j'ai besoin qu'il y ait le filtre sur la fiction. Je me suis posé la question parce qu'il y a plein de trucs personnels, même dans L'homme à la tête de lion finalement. Parce que c'est un personnage qui n'arrive plus à trouver sa place dans la société, tout simplement parce que son métier est amené à disparaître. Je me reconnais un peu là-dedans. oui, c'est vrai que quand Donc tu dis c'était comme ça, une maintenant... manière Ouais. de réfléchir à ça, mais j'ai vraiment besoin que ce soit enrobé par un personnage fictionnel et je me vois pas présenter ma vie, mon œuvre, quoi. Enfin, ça m'intéresse pas. Et là, J'ai- ton prochain projet signé, il est justement signé ou pas? non seulement signé, mais presque fini aussi. C'est vrai. Oui. Et pour C'est une publication, quand? l'année prochaine. Et c'est une BD chez Dargaud avec Alain Damasio. Oh, Et ouais, je suis très content de la collaboration. Où je pars d'une nouvelle qu'il a écrite il y a quelques années qui parle des intelligences artificielles. Et on est venu ajouter des nouvelles choses. Il a rajouté aussi des idées qui sont pas dans la nouvelle. Donc il y a une espèce de director's cut et ça devient vraiment autre chose. C'est assez chouette comme projet. Et j'ai aussi un projet un peu à la 2001 l'Odyssée de l'espace aussi, ok. chez Sarbacane, qui Avec lui aussi Kubrick encore. qui scénarisera. Tout seul. On le connaît. C'est ça. En tout cas, un grand merci, Xavier, Eh ben, de t'être merci prêté à au vous. jeu de l'émission et du Il est challenge. pas beau mon penseur. Si, il est Si, très, hein, il si, est je- très bien vas-y, ton, tu me le ton donnes. Rodin. On va essayer de le montrer ou tu peux le montrer à la caméra qui est là sur le côté, en Ah, face, le partout. profil on y est, mais il est assez Non, il est sale, vrai. mais Moi, je trouve qu'il est très bien. Je vais prendre dans mes mains poisseuses ta dernière nouveauté. On le rappelle, c'est Sculpter l'éternité aux éditions Rue de Sèvres en collaboration avec le Louvre. Il y a un ex-libris, seulement 65 exemplaires, dépêchez-vous. Xavier, encore une fois, un grand merci. Raphaël, également Merci. un grand merci Merci de m'avoir à toi, accompagné David. pendant cette émission. On se quitte avec un book club. On va laisser notre monteur choisir quel est le meilleur book club pour l'occasion. N'hésite pas à prendre un chocolat, Xavier. ouais, T'as je fait vais une me très laver belle- les mains d'abord. T'as fait une très belle sculpture. C'est C'est le gentil. réflexe de Pavlov qu'on essaye de développer. Bon courage pour le montage. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre les petites alertes pour pouvoir nous suivre et voir tout ce qu'on publie. Au-delà de ces émissions, il y a également des petits shorts sur nos différents goûteurs et sur la vie de la librairie. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Suivez votre cœur, faites confiance à vos mentors et à très bientôt. Merci. Ciao. Ok. Alors, je m'appelle Michael, je suis prof d'histoire géo. Et en fait, je suis tombé dans les comics dans les années 1990 et depuis, j'ai plus jamais arrêté. Donc, on va aller faire un tour au rayon comics de chez Canal BD et on va voir ce qu'on peut trouver en fait à lire. Alors, il y a du bon. Donc, un premier coup de cœur qui est partagé aussi par David et Yann. Superman Red Son, c'est une histoire de Superman dans une réalité alternative où en fait les auteurs s'imaginent, ben tiens en fait si Superman, Kal-El, au lieu de tomber aux États-Unis, il était tombé dans l'URSS de Staline, ça aurait donné quoi? Ben, en fait ça aurait donné un super-héros communiste manipulé par un régime totalitaire. Et alors partie graphique c'est bien, mais c'est surtout le scénario qui est vachement bien fichu. Et ça donne à réfléchir sur c'est quoi un héros, c'est quoi un régime totalitaire. Et ça donne aussi à voir que les personnages qu'on connaît, si on change juste un petit truc dans leur histoire, dans leur origine, ça peut tout faire basculer. Et c'est vraiment un chouette truc à lire pour les profs d'histoire, mais pas que. Ça se défend bien. Après, dans les poids lourds et dans les mastodontes des comics, il y a forcément le Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons, qui ici est présenté dans une version en fait noir et blanc et commentée. Donc il y a des commentaires dans la marge. Donc c'est un vrai chef-d'œuvre. Et ce qui est intéressant dans les Watchmen, c'est que c'est deux Britanniques qui en fait examinent les super-héros et les comics des super-héros et font comme ça une espèce d'autopsie du genre et dissèquent comme une espèce d'artichaut
toute l'histoire des super-héros des années 30 jusqu'aux années 80, parce que c'est dans les années 80 que ça a été publié. Ça, c'est vraiment chouette. Si on reste un peu dans la sphère britannique, il y a au moins deux comics britanniques sur lesquels il faut jeter un œil. Il y a le Slain de Pat Mills. Alors Pat Mills, c'est un scénariste et c'est un vrai punk. Ben, vraiment, hein, dans sa tête, c'est un punk. Et c'est dessiné par Bisley, qui est en fait un peintre. Et là, c'est un peu la réponse des Britanniques punk au Conan classique américain. Et on va dire que ça décoiffe pas mal. C'est vraiment très chouette. C'est sanglant, mais c'est vraiment très chouette. Et il y a vraiment un côté local britannique qui sort du lot et qui permet vraiment d'apprécier le truc. Toujours chez les Britanniques, et bon, souvent connu mais un peu méconnu, Judge Dredd. Donc c'est pareil, hein, on est dans la sphère de Pat Mills. Donc ça a été créé dans les années 70-80. C'est un peu une critique et une réponse à la politique de Thatcher par des jeunes punks qui étaient à l'époque scénaristes et dessinateurs. Là, c'est des réimpressions en intégrale. Et Judge Dredd, c'est un méchant dans l'histoire, hein. C'est un agent d'un régime totalitaire qui fait appliquer une loi sans compromission. Et plus ils allaient dans l'exagération et dans la caricature, et plus en fait le public suivait. Et ça, c'est vraiment un truc assez excellent. Si on veut sortir des années 70-80 et se rapprocher de trucs qui me parlent à moi, parce que c'est des choses que j'ai lues dans les années 90 et pour lesquelles j'ai une tendresse particulière, il y a le Savage Dragon de Erik Larsen. Donc Erik Larsen, c'est un dessinateur vedette de la Marvel dans les années 90. Et il est parti en fait de chez Marvel avec d'autres dessinateurs comme Jim Lee ou comme Mark Silvestri ou comme Todd McFarlane, et ils sont allés créer en fait leur propre boîte d'édition qui publiait les comics dont ils avaient les droits et dont ils possédaient en fait les personnages. Et Larsen, il a réutilisé un personnage qu'il avait créé quand il était ado. Donc c'est une espèce d'alien vert avec une crête qui au début de l'histoire apparaît au milieu d'un champ enflammé et qui a perdu la mémoire et la connaissance de son identité, mais qui est hyper balèze et qui donc en fait va devenir une espèce de super flic. Et c'est quelque chose d'assez frais, neuf, différent à l'époque. Larsen, c'est un gros fan de Kirby, donc en fait, il va essayer de faire des comics qui sont vachement, je sais pas comment dire ça, mais vachement dans l'action, dans les grosses pleines pages où il y a tout qui est détruit. Et il a jamais arrêté en fait d'écrire et de scénariser ce personnage-là, et ça continue en fait à être publié aujourd'hui. Simplement, il a fait vieillir ses personnages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on suit les aventures de Savage Dragon, c'est plus le personnage du début, c'est son fils, et il lui arrive plein d'aventures et de mésaventures, notamment dans l'Amérique de Trump, où il a des problèmes avec l'immigration clandestine et des trucs comme ça. Donc ça, c'est un truc sur lequel on peut garder un œil. Dernier truc qui vaut le détour, et là on est dans du comics sérieux, The Department of Truth, qui est scénarisé par James Tynion The Force. C'est un truc assez intéressant parce que le scénariste imagine qu'aux États-Unis, il y a un département secret qui a été créé pendant la guerre froide pour lutter contre toutes les théories complotistes, parce qu'il se trouve que dans la réalité de ce récit-là, plus il y a de personnes qui croient à une théorie conspirationniste, plus cette théorie a des chances de devenir réelle. Et donc le département qui est là, le département de la vérité, il lutte contre tous les conspirationnistes et contre tous les complotistes pour essayer de maintenir la vérité et la réalité telle qu'on la connaît. Et en fait, c'est à la fois très pédagogique parce que ça permet de démonter tout un tas de théories complotistes, et c'est aussi très fun parce que c'est une enquête, il y a des rebondissements, ça fait plein de références à l'histoire des États-Unis des années 50 à aujourd'hui, et franchement, niveau graphique, les peintures, elles sont assez impressionnantes, et c'est vraiment un régal à lire et à suivre, et c'est vraiment une série et des albums de BD qu'on peut avoir dans sa bibliothèque.
Alors, depuis toujours, j'utilise les BD à des fins pédagogiques parce qu'en fait, quand on commence à réfléchir un peu comics, les comics tels qu'on les connaît, ils naissent et ils prennent forme dans les années 30, 40. Donc on peut s'en servir pour tout ce qui est, Seconde Guerre mondiale, régime totalitaire et aussi guerre froide. Donc ça, j'en utilise et après effectivement, j'en conseille, aux élèves ou aux collègues, qui ont envie d'utiliser ça. Parce que c'est un outil qui est très intéressant parce que, c'est parfois plus facile, de faire parler une BD que, même un film ou, une affiche ou un autre support, graphique ou pas graphique. Voilà. À côté de ça, au niveau des utilisations pédagogiques, avec un collègue, Romain, on a un blog sur lequel on fait des articles, des critiques, des chroniques. Alors Romain, il fait plutôt dans le sérieux, donc lui c'est plutôt les ouvrages scientifiques et la BD un peu historique. Et moi, je propose des fois des petits articles, des petites revues sur soit un album BD particulier, soit une thématique, pour voir un peu ce qu'on peut en tirer en tant que prof, et pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire avec les élèves, avec ces supports-là, ou avec ces médias-là. Voilà. Et donc le blog s'appelle Page d'Histoire. Et on a une certaine audience, on n'est pas les plus balèzes du net, mais on a des fidèles lecteurs qui, lorsqu'on les croise, nous disent qu'ils sont contents en fait d'avoir ces ressources-là et ce support-là pour les aider à trouver des BD, des films ou des ouvrages plus scientifiques pour préparer les cours ou simplement pour leur curiosité personnelle.